J'étais agenouillé dans la neige, devant ma cabane, les doigts tremblants, tenant un journal vieux de 2 semaines. L'encre s'était légèrement estompée à cause de l'humidité, mais je pouvais encore lire les mots qui pourraient en sauver la vie de mes enfants. Recherche homme à tout faire pour propriété isolée. Veuve avec enfants cherche aide fiable pour l'hiver. Chambre, pension, salaire modeste. Contactez Madame Clara Ashford. Magasin général Helena. Derrière moi, à travers l'unique fenêtre de la cabane, j'entendais Jonah tousser. C'était la même toux grasse et rauque qui avait commencé il y a 3 jours et qui n'avait fait qu'empirer. Sa sœur jumelle, Lily, était allongée à côté de lui sur le lit étroit que nous partagions tous. Son petit corps brûlait d'une fièvre qu'aucune compresse de neige ne semblait pouvoir faire baisser. Je m'appelle Silas Garrett, j'ai 36 ans et je me cache sur cette montagne depuis 4 ans. Le vent transperçait mon manteau usé alors que je me relevais. Mes articulations protestaient à cause du froid et du régime maigre dont nous avions survécu. Il ne restait que 3 jours de nourriture. De la farine, une poignée de haricots secs, du sel. La boîte à pharmacie était vide. J'avais utilisé la dernière tisane d'écorce de sol hier et elle n'avait rien fait pour faire tomber la fièvre de Lily. J'ai regardé à nouveau le journal. Helena était à 50 miles de là. 50 miles à travers des cols de montagne qui seraient dangereux même par beau temps. Le ciel promettait encore de la neige. Mes enfants étaient en train de mourir. Et je manquais de temps. Je m'étais juré de ne jamais redescendre dans la civilisation. De ne jamais montrer mon visage dans une ville où quelqu'un pourrait me reconnaître. Reverend Garrett, c'est comme ça qu'il m'appelait autrefois. Le prêcheur qui a maudit Dieu à la mort de sa femme. L'homme de foi qui a tout perdu et a quitté la chair. Mais c'était il y a 4 ans, et l'homme que j'avais été alors me semblait maintenant un étranger. J'ai plié le journal avec soin et l'ai glissé à l'intérieur de mon manteau, puis je me suis retourné et je suis rentré dans la cabane où mes enfants attendaient. L'intérieur était sombre malgré la lumière du matin. Nous n'avions que 3 petites fenêtres et je les gardais couvertes de peau pour retenir le peu de chaleur que le poêle défaillant fournissait. Jonah et Lily étaient allongés ensemble sous toutes les couvertures et fourrures que je possédais, leurs visages rouges et leurs yeux vitreux. Je me suis agenouillé près du lit et j'ai posé ma main sur le front de Jonah. Trop chaud. Bien trop chaud, papa. Sa voix était à peine un murmure. J'ai froid. Je sais, mon fils. Je vais te chercher des médicaments. Lily a bougé, sa petite main s'est tendue pour saisir mes doigts. Ne nous quitte pas, papa. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Combien de fois avais-je voulu partir? Combien de nuits avais-je passé devant cette cabane en pensant à m'enfoncer dans la neige pour ne jamais revenir? Le poids de leurs besoins, de leur dépendance, de leur existence même, m'avait semblé insupportable dans ces moments sombres. Mais je n'étais jamais parti et je ne partirai pas maintenant. Je reviendrai, ai-je dit. Je le promets. J'avais rompu de nombreuses promesses dans ma vie. Des promesses à ma congrégation, des promesses à Dieu, même des promesses à ma femme Margaret, alors qu'elle gisait mourante. Le sang imbibait les draps pendant que je priais inutilement pour un miracle qui n'est jamais venu. Mais je ne romprai pas cette promesse à mes enfants. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le coin où je gardais nos quelques possessions. Mes mains ont trouvé la vieille sacoche en cuir et j'ai commencé à faire mon sac. Une tenue de rechange, le reste de la viande séchée, le couteau de mon père, puis mes doigts ont effleuré quelque chose que je n'avais pas touché depuis 4 ans, la Bible. C'était la Bible de Margaret, celle qu'elle portait le jour de notre mariage. Je l'avais jetée dans ce coin le jour où je l'ai enterrée, jurant de ne plus jamais l'ouvrir. Et j'avais tenu ce serment jusqu'à maintenant. Papa, qu'est-ce que c'est? Jonas s'était redressé sur un coude, me regardant. Rien, mon fils. Juste un vieux livre. Le livre de maman. La question est restée en suspens. Mes enfants parlaient rarement de leur mère. Ils étaient trop jeunes quand elle est morte pour s'en souvenir clairement. Parfois, je me demandais si c'était une miséricorde ou une malédiction. Oui, ai-je dit finalement. Le livre de ta maman. Tu vas le lire? J'ai baissé les yeux sur la couverture en cuir usé. Combien de fois Margaret s'était-elle assise près du feu, ce livre ouvert sur ses genoux, lisant à voix haute pendant que j'écoutais? Combien de fois m'étais-je tenu en chair avec ces mêmes mots entre les mains, croyant comprendre ce qu'ils signifiaient? Non, ai-je dit, mais je l'emporte avec moi. Je ne savais pas pourquoi.
Peut-être qu'une partie de moi croyait encore en la providence, même après tout. Ou peut-être que je ne pouvais tout simplement pas supporter de le laisser derrière moi. J'ai rangé la Bible et j'ai mis la sacoche sur mon épaule. Puis je suis retourné au chevet de mes enfants et je me suis agenouillé entre eux. Écoutez-moi attentivement, ai-je dit. Je vais à Helena. Il me faudra 2 jours pour y arriver, peut-être 3 avec ce temps. Je trouverai des médicaments et je les ramènerai. Pendant mon absence, vous devez rester au lit. Entretenez le feu. Ne sortez pas, sous aucun prétexte. Vous comprenez? Jonah a hoché la tête faiblement. Lily me fixait simplement avec ses yeux brillants de fièvre qui me rappelaient à tant sa mère. J'ai voulu prier. L'impulsion est venue sans y être invité, un réflexe musculaire de la vie que j'avais laissé derrière moi. J'ai voulu m'agenouiller ici et demander à Dieu de les protéger, de les garder en sécurité, de me laisser revenir à temps. Mais les mots ne venaient pas, ma gorge se serrait autour d'eux. Alors, à la place, j'ai simplement embrassé chacun de leurs fronts et je me suis levé. Je vous aime tous les deux, ai-je dit. Plus que tout au monde. Nous aussi on t'aime, papa, a murmuré Jonah. Je me suis détourné avant qu'il ne puisse voir les larmes dans mes yeux. Puis je suis sorti dans la neige. Le voyage pour descendre de la montagne a commencé en silence. Je n'avais emprunté ce chemin que 2 fois en 4 ans, et quand les 2 fois pour échanger des fourrures dans un avant-poste isolé où personne ne posait de questions. Maintenant, à chaque pas, je sentais le poids du monde que j'avais abandonné se refermer sur moi. La neige était profonde, mais pas infranchissable. J'ai bien avancé pendant la matinée, en suivant les pistes de serre et les lits de ruisseaux gelés. À midi, la cabane était loin derrière moi, cachée parmi les pins et les sommets qui avaient été mon sanctuaire et ma prison. Je me suis arrêté pour me reposer près d'une cascade gelée, mangeant quelques bouchées de viande séchée et buvant de la neige que j'avais faite fondre dans ma gourde. Le silence ici était absolu. Pas d'oiseaux, pas de vent, juste le vaste vide blanc de l'hiver dans la nature sauvage du Montana. C'était le genre de silence où un homme pouvait entendre ses propres pensées trop clairement. J'ai pensé à Margaret, à la nuit où elle est morte, à sa main serrant la mienne alors que l'hémorragie ne s'arrêtait pas. Sa voix s'affaiblissait alors qu'elle me suppliait de la sauver, de faire quelque chose, de prier plus fort. J'avais prié. Dieu sait que j'avais prié. Pendant toute cette nuit interminable, je m'étais agenouillé près de notre lit et j'avais déversé chaque mot que je connaissais, chaque supplique, chaque marché. Prends-moi à sa place. Laisse-la vivre. S'il te plaît, mon Dieu, laisse-la vivre. Mais Dieu n'avait pas répondu. Et alors que le soleil se levait sur ce terrible matin, Margaret avait rendu son dernier souffle avec mon nom sur ses lèvres. Les jumeaux avaient survécu. 2 petits miracles qui ressemblaient plus à une punition qu'à une bénédiction. Parce que chaque fois que je les regardais, je la voyais. Et chaque fois que je la voyais, je me souvenais que Dieu l'avait laissée mourir. Alors j'avais quitté l'église, la ville, tous ceux qui connaissaient le Reverend Silas Garrett, et s'attendaient à ce qu'il ait des réponses. Je n'avais pas de réponse, seulement de la rage, du chagrin, et une foi qui s'était brisée comme de la glace sous un marteau. Je me suis levé et j'ai remis mon sac sur mon épaule. Les souvenirs ne m'aideraient pas maintenant. Seulement le mouvement vers l'avant, seulement le pas suivant et le suivant, jusqu'à ce que j'atteigne Helena et que je trouve ce dont mes enfants avaient besoin. Le soir, j'étais descendu en dessous de la limite des arbres. La forêt ici était plus dense, plus sombre. J'ai installé mon camp dans une petite clairière, faisant un feu avec des branches de pin mortes et m'enveloppant dans mon sac de couchage. Le sommeil est venu par intermittence. J'ai rêvé de Margaret, comme souvent, mais cette fois, elle n'était pas en train de mourir. Elle se tenait dans notre cabane, tenant les jumeaux quand ils étaient nouveau-nés, leur chantant des chansons. Et elle m'a regardé avec un tel amour et une telle tristesse que je me suis réveillé avec des larmes sur le visage. Le 2e jour m'a mené dans les contreforts. Ici, les signes de civilisation ont commencé à apparaître. Une cabane de trappeurs, abandonnée depuis longtemps, des souches ou des arbres avaient été coupés pour le bois. Et finalement, en fin d'après-midi, j'ai vu de la fumée s'élever des cheminées au loin. Helena. Je n'avais pas vu de vraie ville depuis 4 ans. Sa vue m'a noué l'estomac avec un mélange de peur et de désir. Je me suis arrêté à la lisière des arbres, observant les petites silhouettes de personnes se déplaçant entre les bâtiments, entendant les sons lointains des voix et des roues de chariots.
Je pouvais faire demi-tour maintenant, trouver un autre moyen. Il y avait toujours d'autres moyens, mais la toux de Jonah résonnait dans ma mémoire, la peau brûlante de Lily, et je savais qu'il n'y avait pas d'autre moyen. J'ai baissé mon chapeau et relevé le col de mon manteau, essayant de cacher le plus possible mon visage. Puis j'ai descendu la pente vers la ville. Le magasin général était facile à trouver. Il se trouvait sur la rue principale, un solide bâtiment en bois, avec des lettres peintes sur la vitrine annonçant des produits secs, des outils et des médicaments. J'ai poussé la porte. Une cloche a tinté au-dessus de ma tête. L'air chaud à l'intérieur sentait le café, le tabac et l'huile de lampe. Un homme plus âgé se tenait derrière le comptoir, triant le courrier. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé, levant à peine les yeux. « Je suis ici pour l'annonce, ai-je dit, en gardant la voix basse. La veuve qui cherche de l'aide. » Alors, l'homme m'a regardé attentivement. Ses yeux étaient vifs et évaluateurs. « Vous êtes le premier homme assez courageux pour répondre à cette annonce. Pourquoi faudrait-il du courage? » L'homme dont le badge indiquait « Horus » s'est penché sur le comptoir. Parce que Mme Ashford n'est pas une veuve ordinaire. Elle a des problèmes. Le genre de problème qui suit une personne. Quel genre de problème? Horus m'a étudié pendant un long moment. Le genre de problème qu'un homme fuyant ses propres ennuis pourrait comprendre. J'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. Savait-il qui j'étais? Quelqu'un m'avait-il reconnu dans la rue? Mais Horus a simplement secoué la tête et a cherché sous le comptoir. Sa propriété est à 5 miles au nord-est de la ville. Une petite maison en retrait de la route. Vous ne pouvez pas la manquer. Il m'a tendu un bout de papier avec des indications. Mais je vais vous le dire franchement, monsieur. Vous devriez peut-être y réfléchir à 2 fois avant de vous impliquer. J'ai besoin du travail, ai-je dit simplement. Horus a soupiré. Alors que Dieu vous aide, tous les deux. J'ai pris les indications et je me suis tourné pour partir, mais la voix d'Horus m'a arrêté à la porte. Vous avez l'air d'un homme qui a perdu quelque chose, a-t-il dit doucement. Madame Ashford aussi, c'est peut-être pour ça que vous êtes ici. Peut-être que vous êtes censés vous aider l'un l'autre à retrouver ce que vous avez perdu. Je n'ai pas répondu. Je suis juste sorti dans l'air froid du soir et j'ai commencé à suivre les indications vers le nord-est. La maison était exactement comme Horus l'avait décrite, petite, en bois, en retrait de la route principale au milieu d'un bosquet de trembles nus. De la fumée s'élevait de la cheminée. Une seule lampe brillait à la fenêtre. Je suis resté au bord de la propriété pendant une bonne minute, essayant de calmer mes nerfs. C'était insensé, dangereux. Je devrais acheter des médicaments au magasin et retourner directement auprès de mes enfants. Mais quelque chose m'a poussé en avant. Peut-être le désespoir, peut-être la solitude, peut-être le simple besoin humain d'entendre une autre voix, de me souvenir de ce que c'était que de faire à nouveau partie du monde. Je me suis approché de la porte et j'ai frappé. Des pas à l'intérieur. Lent, prudent. Puis la porte s'est ouverte. La femme qui se tenait devant moi était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 28 ou 30 ans. Elle portait une robe simple, bleu foncé, avec ses cheveux tirés en un chignon sévère, et la moitié de son visage était détruite. Des brûlures, de terribles brûlures qui couvraient le côté droit du front au cou. La peau était tordue et cicatrisée, tirant sur son œil et sa bouche. Cela devait être arrivé il y a des mois, peut-être un an, car les blessures étaient guéries, mais les dégâts étaient permanents. J'ai essayé de ne pas la dévisager, mais elle a vu ma réaction. Tout le monde devait avoir la même réaction. « Vous venez pour le travail ?» Sa voix était ferme, mais il y avait un défi dedans, me mettant au défi de me détourner comme tous les autres avaient dû le faire. « Oui, madame, je m'appelle Silas. » Clara Ashford, elle n'a pas tendu la main. La plupart des hommes font demi-tour quand ils voient mon visage. Vous voulez toujours le travail? J'ai pensé à John et Lily qui attendaient dans la cabane, aux médicaments dont ils avaient besoin, à l'hiver qui nous tuerait tous si je ne trouvais pas de travail. J'ai besoin de l'argent, et je dis honnêtement. Mes enfants sont malades. Quelque chose a changé dans son expression, pas tout à fait un adoucissement, mais la dureté s'est légèrement atténuée. Combien d'enfants? 2 jumeaux de 6 ans. Elle a hoché la tête lentement. Entrez, nous allons parler. Je suis entré. La maison était petite mais propre. Une seule pièce principale avec un coin cuisine, un lit dans le coin, un coin salon près de la cheminée. Tout était simple, mais bien entretenu. Et sur le mur, j'ai vu la photographie.
Un jeune homme en uniforme militaire, beau, la mâchoire forte, confiant, le genre de visage qui appartient aux affiches de recrutement. Mon mari, a dit Clara en suivant mon regard. Le capitaine Marcus Ashford. Il est mort il y a 6 mois. Je suis désolé pour votre perte. Vraiment? Sa voix était sèche. Tout le monde dit ça, mais personne ne le pense. Je l'ai regardé directement. J'ai perdu ma femme il y a 4 ans. Je sais à quoi ressemblent ces mots quand les gens ne les pensent pas, et je sais à quoi ils ressemblent quand ils les pensent. Je suis désolé pour votre perte, Madame Ashford. Vraiment. Pour la première fois, sa garde s'est légèrement baissée. Elle a désigné une chaise près du feu. Asseyez-vous, je vais faire du café. Alors qu'elle se dirigeait vers le poêle, j'ai remarqué qu'elle était enceinte, peut-être de 7 ou 8 mois. La révélation a rendu tout plus compliqué et plus compréhensible à la fois. Elle a apporté 2 tasses de café et s'est assise en face de moi. La lumière du feu jouait sur son visage dévasté et je me suis forcé à ne pas détourner le regard. « Je vais être direct, a-t-elle dit. J'ai besoin d'aide pour survivre à l'hiver. Mon mari m'a laissé cette maison, mais pas d'argent. Sa famille a clairement fait savoir qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec moi. Je dois accoucher dans environ 6 semaines et je ne peux pas m'en sortir seul. Que voudriez-vous que je fasse exactement? Couper du bois, chasser si vous le pouvez, des réparations sur la maison, et quand le bébé arrivera, j'aurai besoin de quelqu'un ici qui puisse aller chercher le docteur s'il y a des complications. » J'ai hoché la tête. C'était un travail honnête, un travail nécessaire. Le salaire est de 20 $ par mois, plus la chambre et la pension, a-t-elle poursuivi. Vous pouvez amener vos enfants ici. Il y a assez de place. Mais je dois savoir que vous resterez tout l'hiver. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui partira quand les choses deviendront difficiles. Les choses sont déjà difficiles, Madame Ashford. Je n'ai pas peur de ça. Elle m'a étudié par-dessus le bord de sa tasse de café. De quoi avez-vous peur? La question m'a pris au dépourvu. J'aurais pu mentir. J'aurais dû mentir. Damn. Mais quelque chose dans sa franchise exigeait l'honnêteté en retour. D'échouer, ai-je dit doucement. Encore. Elle a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Alors nous nous comprenons. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant l'obscurité. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Mon mari n'est pas seulement mort. Il m'a fait ça d'abord. Elle a touché le côté cicatrisé de son visage. Il a mis le feu à une lampe et me l'a jeté dessus. 3 jours plus tard, il est mort dans un accident de mine. J'ai senti mes mains se serrer sur la tasse de café. Sa famille pense que je l'ai tué, a-t-elle poursuivi. Son dos toujours tourné vers moi. Ils n'ont aucune preuve, mais ils ont fait des menaces, surtout son frère Harold. C'est le shérif adjoint à Helena. Il dit que quand ce bébé naîtra, il le prendra. Il dit que c'est du sang Ashford et qu'il appartient à la famille Ashford. Et que dites-vous, elle s'est tournée pour me faire face. Je dis que cet enfant est le mien et que personne ne me l'enlèvera. La détermination féroce dans sa voix m'a rappelé quelque chose. Quelqu'un. Et puis j'ai réalisé que cela me rappelait Margaret, la force qu'elle avait montrée même en mourant, me faisant promettre de prendre soin de nos enfants, de ne jamais laisser personne les séparer. Si Harold vient, a dit Clara, resterez-vous avec moi ou fuirez-vous? J'ai pensé à toutes les fois où j'avais fui ma vocation, mon chagrin, Dieu lui-même. Je resterai, ai-je dit. Elle a scruté mon visage pendant un long moment, puis elle a hoché la tête. Alors nous avons un accord. Allez chercher vos enfants. Amenez-les ici demain. Nous recommencerons à zéro. Je me suis levé, posant la tasse de café. Merci, Madame Ashford. Clara, a-t-elle dit. Si nous devons vivre sous le même toit, autant m'appeler Clara. Clara. Le nom semblait étrange sur ma langue. Je n'avais pas prononcé le nom d'une femme avec une telle familiarité depuis la mort de Margaret. Je me suis tourné pour partir, mais sa voix m'a arrêté. Silas, que faisiez-vous avant de monter sur la montagne? J'ai hésité à la porte. Il y avait tant de façons de répondre, tant de vérités partielles que je pouvais dire. Mais elle avait été honnête avec moi et l'honnêteté méritait l'honnêteté. J'étais prêcheur et je dis, je n'ai pas regardé en arrière pour voir sa réaction. Je suis juste sorti dans la nuit. Le voyage de retour vers ma cabane a duré 2 jours, par un temps de plus en plus mauvais. Je me suis poussé à bout, m'arrêtant à peine pour me reposer, poussé par la peur de ce que je pourrais trouver en arrivant.
Mais quand j'ai finalement gravi la dernière pente et vu ma cabane, de la fumée s'élevait encore de la cheminée. Et quand j'ai fait irruption par la porte, les deux enfants étaient vivants. Faibles, fiévreux, mais vivants. Je me suis effondré à côté de leur lit, pressant mon front contre les couvertures rugueuses, et pour la première fois en 4 ans, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. Papa. La voix de Jonah était un râle. Tu es revenu. Je vous avais dit que je reviendrais. As-tu trouvé des médicaments? Mieux que des médicaments. Je nous ai trouvé un foyer. Au cours de l'heure suivante, alors que je leur donnais du bouillon que j'avais apporté d'Helena et que je vérifiais leur fièvre, j'ai expliqué. Une veuve avait besoin d'aide. Nous resterions avec elle tout l'hiver. Il y aurait de la nourriture, de la chaleur, de la sécurité. Lily a écouté avec de grands yeux. Sera-t-elle gentille avec nous? J'ai pensé au visage cicatrisé de Clara et à sa détermination féroce, à la douleur qui vivait derrière ses yeux. Une douleur que je reconnaissais parce que je portais le même fardeau. Oui, ai-je dit. Je pense qu'elle le sera. Le lendemain matin, j'ai emballé tout ce que nous possédions. Cela n'a pas pris longtemps. Nous avions si peu de choses. Des vêtements, des couvertures, quelques ustensiles de cuisine, la Bible, que j'ai soigneusement glissée au fond de mon sac. Jonah pouvait marcher, bien qu'il se fatigue vite. Je portais Lily sur mon dos, enveloppée dans des fourrures. Nous avons descendu la montagne lentement, nous arrêtant fréquemment pour nous reposer. Le soir du deuxième jour, nous sommes arrivés à la maison de Clara. Elle a ouvert la porte avant que je puisse frapper, comme si elle nous avait attendus. Ses yeux se sont immédiatement posés sur les enfants, et j'ai vu son expression passer de la lassitude à l'inquiétude. « Il brûle de fièvre », a-t-elle dit, et ce n'était pas une question. De la fièvre depuis presque une semaine. J'ai utilisé mes derniers médicaments avant de venir vous trouver. Elle s'est immédiatement reculée. Faites-les entrer rapidement. L'intérieur était chaud et lumineux. Elle avait préparé un lit près du feu avec des draps propres et des couvertures supplémentaires. J'ai couché les enfants doucement et Clara était déjà en mouvement, remplissant une bassine d'eau, rassemblant des linges. De la tisane d'écorce de sol, a-t-elle dit, ses mains travaillant avec une efficacité exercée, et nous devrons faire baisser la fièvre avec des compresses fraîches. Quand ont-ils mangé pour la dernière fois? Ce matin. Pas beaucoup. J'ai du bouillon et du pain. Nous commencerons par là. Je l'ai regardée travailler, cette femme que je connaissais à peine alors qu'elle s'occupait de mes enfants avec une tendresse qui me serrait la poitrine. Elle a humidifié les linges et les a posés sur leur front, murmurant de douces paroles rassurantes. « Vous êtes en sécurité maintenant, leur a-t-elle dit. Vous allez vous en sortir. » Lily l'a regardée avec ses yeux brillants de fièvre. « Êtes-vous la gentille dame dont papa nous a parlé? » Clara m'a jeté un regard, quelque chose d'illisible dans son expression. Puis elle a souri, et même avec les cicatrices, cela a transformé son visage. « Je vais essayer de l'être, a-t-elle dit. » Au cours des 3 jours suivants, nous nous sommes installés dans un rythme précaire. Clara et moi nous relayons pour rester avec les enfants, surveillant leur fièvre, les forçant à boire des liquides et des médicaments. Lentement, péniblement, lentement, ils ont commencé à s'améliorer. Jonah a été le premier à s'en sortir. Sa fièvre est tombée la 3e nuit, le laissant faible mais l'esprit clair. Lily a mis 1 jour de plus, mais finalement sa peau s'est refroidie et sa respiration s'est apaisée. Pendant tout ce temps, Clara ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé pourquoi elle s'occupait d'enfants qui n'étaient pas les siens. Elle a simplement fait ce qui devait être fait avec une compétence tranquille qui témoignait d'une force durement acquise. La 6e nuit, alors que les 2 enfants dormaient enfin paisiblement, j'ai trouvé Clara assise seule près du feu. Elle avait une main sur son ventre gonflé, son visage tiré par l'épuisement. « Merci, ai-je dit, en m'asseyant en face d'elle, pour tout. Ce sont de bons enfants, ils méritent de vivre. Tout le monde ne nous aurait pas accueillis, surtout avec vos propres difficultés. » Elle m'a regardé directement. « Vous avez dit que vous étiez prêcheur. Pourquoi avez-vous arrêté? » Je savais que cette question viendrait un jour. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'elle vienne si tôt. Ma femme est morte en couche, ai-je dit. La nuit même où ces deux-là sont nés. J'ai prié Dieu de la sauver. Il ne l'a pas fait, alors j'ai arrêté de prier. Clara est restée silencieuse pendant un long moment. Le feu crépitait entre nous, projetant des ombres changeantes sur les murs. J'ai prié aussi.
a-t-elle dit finalement. Quand Marcus me brûlait le visage, j'ai prié Dieu de l'arrêter, de lui faire se souvenir qu'il m'avait aimé un jour. Mais Dieu ne l'a pas arrêté. Et Marcus ne s'est pas souvenu. Et pourtant, vous priez toujours. Je vous ai entendu avec les enfants, oui. Pourquoi? Elle a touché sa joue cicatrisée d'un air pensif. Parce que j'ai appris quelque chose quand j'étais là, la peau en feu, priant désespérément pour la miséricorde. J'ai appris que Dieu n'arrête pas toujours la douleur, mais qu'il s'assoit avec nous au milieu d'elle. Et parfois, cela doit suffire. Ces mots sont restés en suspens entre nous. Je voulais argumenter, lui dire qu'elle avait tort, qu'un Dieu qui se contente de s'asseoir avec notre souffrance n'est pas un Dieu du tout. Mais je ne pouvais pas, car il y avait quelque chose dans sa certitude calme qui rendait ma colère petite et capricieuse. Je ne sais pas si je peux croire ça, et je dis honnêtement. Je ne vous demande pas d'y croire, je vous dis simplement ce que je crois. Nous sommes restés assis en silence après cela. Ce n'était pas un silence inconfortable, mais plutôt le calme de deux personnes qui avaient toutes deux lutté avec Dieu et portèrent les cicatrices pour le prouver. Finalement, Clara s'est levée. Je devrais aller voir les enfants une dernière fois avant de dormir. Clara, elle s'est retournée. Je suis content que nous soyons ici, que nous vous ayons trouvé. Quelque chose s'est adouci dans son expression. Moi aussi, Silas. Moi aussi. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans un calme surprenant. Les enfants ont continué à se rétablir, devenant plus forts chaque jour. Jonah a commencé à m'aider pour de petites corvées, tandis que Lily s'est attachée à Clara, la suivant dans la maison et posant des questions sans fin. Je me suis mise au travail que Clara avait décrit, coupant du bois, réparant le toit là où les dégâts de la neige l'avaient affaibli, chassant des lapins et un cerf de temps en temps. Ça faisait du bien d'être à nouveau utile, d'avoir un but au-delà de la simple survie. Et lentement, prudemment, Clara et moi avons commencé à parler. Pas des choses profondes au début, juste de petites conversations en travaillant. Elle m'a parlé de sa vie avant Marcus, de son métier d'institutrice dans une petite ville du Nebraska. Je lui ai parlé de mes enfants, de la cabane sur la montagne, de l'apprentissage de la vie avec seulement le son du vent et de mes propres pensées pour compagnie. Nous n'avons pas parlé de Marcus ou de Margaret. Pas encore. Ses blessures étaient encore trop vives, trop dangereuses à sonder. Mais il y avait du réconfort dans les échanges ordinaires, dans le rythme du travail et des repas partagés, dans le son des rires d'enfants qui remplissaient à nouveau la maison. Il y avait si longtemps que je n'avais pas entendu Jonah et Lily rire. Un soir, 3 semaines après notre arrivée, j'apprenais à Jonah à sculpter du bois près du feu quand Lily est arrivée en courant de la cuisine où elle aidait Clara à préparer le dîner. « Papa, papa, viens vite! » J'ai laissé tomber le bois et je l'ai suivi jusqu'à la cuisine, le cœur battant. Mais quand je suis arrivé, Clara n'était ni blessée ni en détresse. Elle se tenait simplement près de la fenêtre, une main pressée sur son ventre. « Le bébé a bougé, a-t-elle dit, la voix émerveillée. Il a vraiment bougé, comme s'il essayait de sortir en donnant des coups de pied. » Lily a bondi d'excitation. « Je peux sentir, s'il te plaît? » Clara a hésité, puis a hoché la tête. Elle a guidé la petite main de Lily au bon endroit sur son ventre. Nous avons tous retenu notre souffle. Puis Lily a haleté. Je l'ai senti. J'ai senti le bébé. Jonah est venu aussi et Clara l'a laissé sentir également. Les 2 enfants étaient enchantés, pressant doucement leurs mains contre son ventre et gloussant à chaque fois que le bébé bougeait. Je suis resté en retrait, à regarder, et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Un mur que j'avais construit autour de mon cœur pour contenir la douleur. Parce que ceci, ici même, était ce que j'avais perdu à la mort de Margaret. Cette simple joie domestique, ce sentiment de famille, d'appartenance, de faire partie de quelque chose de plus grand que mon propre chagrin. Et je n'avais pas réalisé à quel point cela m'avait manqué jusqu'à ce moment. Clara a levé les yeux et a croisé mon regard. Elle a vu quelque chose sur mon visage, car son expression a changé, devenant tendre et compréhensive. « Voulez-vous sentir ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. « Ce n'est pas grave. S'il te plaît, papa a tiré Lily sur ma main. C'est incroyable. » Avant que je puisse protester davantage, Clara a pris ma main et l'a placée sur son ventre. Sa peau était chaude à travers le tissu de sa robe. Et puis je l'ai senti, un frémissement de mouvement, si fort, si vital et si vivant.
La vie se créant elle-même, exigeant de naître malgré toute la douleur et la perte qui l'avaient précédée. Mes yeux ont piqué de larmes inattendues. J'ai retiré ma main rapidement, me détournant pour que les enfants ne voient pas. Mais Clara a vu et elle a compris. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, elle m'a trouvé dehors en train de couper du bois au clair de lune. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce moment, à ce frémissement de vie sous ma paume. « Vous allez bien ?» a-t-elle demandé. J'ai abattu la hache avec force, fendant une bûche proprement. Margaret était enceinte quand nous nous sommes mariés. Je me souviens d'avoir senti le bébé bouger pour la première fois. Je me souviens avoir pensé que c'était un miracle que Dieu nous ait bénis avec une nouvelle vie. Mais ensuite, elle est morte en donnant cette vie, oui. Clara a ramassé l'une des bûches fendues et l'a ajoutée à la pile. Le regrettez-vous, les enfants? Non, jamais. Ils sont tout ce qui me reste d'elle. Alors ce n'était pas pour rien. Sa mort, je veux dire. Elle vous a donné quelque chose de précieux, quelque chose pour lequel il valait la peine de survivre. J'ai arrêté de couper et je me suis appuyé sur le manche de la hache, respirant fort. Pourquoi êtes-vous si certaine de Dieu, du sens, de tout ça, après tout ce que vous avez traversé? Elle laisse rester silencieuse un moment, regardant les étoiles. Parce que l'alternative est de croire que tout était aléatoire, que Marcus m'a brûlé sans raison, qu'il est mort sans raison, que ce bébé qui grandit en moi n'est que de la biologie sans but. Peut-être que c'est le cas, peut-être, mais je choisis de croire le contraire. Pas parce que j'ai des preuves, mais parce que la croyance rend la douleur supportable. Elle me donne une raison de continuer. Elle s'est tournée pour me faire face complètement. Vous continuez pour vos enfants. C'est votre raison, votre foi, même si vous ne l'appelez pas comme ça. Et c'est suffisant, Silas. C'est toujours suffisant. Je voulais argumenter, mais là, au clair de lune, avec cette femme balafrée qui refusait de laisser la souffrance la détruire, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'arguments. Je devrais vous laisser dormir, ai-je dit à la place. Et vous devriez dormir aussi. Vous vous êtes épuisé au travail. Je vais bien. Silas, elle s'est approchée, sa voix douce mais ferme. Vous n'avez pas à mériter votre place ici. Vous l'avez déjà mérité. Vous et vos enfants êtes en sécurité. Vous pouvez vous reposer maintenant. La gentillesse de ces paroles m'a presque anéanti. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix, et je suis passé devant elle en direction de la maison. Mais à la porte, je me suis arrêté. Clara, merci de nous voir, de ne pas nous avoir repoussés. Merci d'avoir répondu à mon annonce, d'avoir été assez courageux pour venir. Je suis resté éveillé tard dans la nuit, écoutant la respiration de mes enfants, les craquements de la maison, le vent dehors. Et pour la première fois en 4 ans, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être la paix. Cela ne pouvait pas durer. Je le savais. La vie m'avait appris que le bonheur était toujours temporaire, toujours fragile. Mais pour ce moment, dans cette petite maison avec ses compagnons improbables, je me suis permis de me sentir reconnaissant. Et peut-être que d'une petite manière, c'était une sorte de prière. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Jonah et Lily s'étaient remis de leur fièvre. La cabane s'était installée dans des routines qui semblaient presque normales, presque comme la vie que j'avais connue avant la mort de Margaret. Presque, mais pas tout à fait. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube pour allumer le feu et préparer le café. Clara se levait peu après, se déplaçant lentement maintenant avec le poids de sa grossesse. Ensemble, nous préparions le petit déjeuner pendant que les enfants dormaient encore, travaillant dans un silence complice qui ne nécessitait pas de mots. Jonah avait pris l'habitude de me suivre partout, regardant pendant que je coupais du bois, réparais les poteaux de clôture ou vérifiais les pièges que j'avais posés pour les lapins. Il posait des questions constamment, son esprit vif avide de savoir comment les choses fonctionnaient, pourquoi nous faisions les choses de certaines manières. Lily s'était attachée à Clara avec la dévotion féroce que seule une fillette de 6 ans pouvait rassembler. Elle aidait à la cuisine, apprenant à pétrir le pain et à remuer la soupe. Elle a demandé à Clara de lui apprendre les lettres et les chiffres, assise à la petite table avec un précieux morceau de papier et un bout de crayon, formant des formes soignées. Et Clara leur enseignait à tous les deux avec une patience que je ne lui connaissais pas. Elle leur racontait des histoires pendant qu'ils travaillaient. Des histoires de la Bible, oui,
mais aussi des contes de fées et des légendes, des récits de sa propre enfance dans le Nebraska. J'écoutais parfois, faisant semblant de me concentrer sur mes tâches pendant que sa voix tissait des récits qui captivaient mes enfants. Elle avait été enseignante avant Marcus. Elle avait adoré ça, et en la regardant maintenant, je pouvais voir cette étincelle de joie revenir, morceau par morceau. Mais il y avait aussi des ombres, toujours des ombres. Elle ne parlait jamais de Marcus à moins qu'on ne le lui demande directement. Mais je voyais comment elle touchait parfois le côté cicatrisé de son visage quand elle pensait que personne ne regardait. Comment elle sursautait au bruit fort et soudain. Comment elle se positionnait toujours là où elle pouvait voir la porte. Et je comprenais, parce que je portais mes propres ombres. Le poids des prières sans réponse. Le fantôme d'une femme qui m'avait fait confiance pour la sauver et que j'avais échoué. Nous étions deux personnes brisées, essayant de construire quelque chose d'entier à partir des fragments qui nous restaient. Et pendant ces 2 semaines, ça a presque fonctionné. Jusqu'à la nuit où Jonah a posé la question que je redoutais. Nous étions assis près du feu après le souper. Clara raccommodait une des robes de Lily pendant que Lily somnolait contre son épaule. Jonah était assis à côté de moi, taillant un morceau de bois pour en faire, insistait-il, un cheval. « Papa, a-t-il dit soudainement, pourquoi ne pries-tu plus avant les repas? » La question est tombée dans la pièce silencieuse comme une pierre dans l'eau calme. J'ai senti les yeux de Clara se lever vers mon visage, bien qu'elle n'ait pas arrêté sa couture. « Je te l'ai dit, mon fils, j'ai oublié. Mais avant, tu n'oubliais jamais. Maman disait que tu priais pour tout. » La mention de Margaret a envoyé une douleur aiguë dans ma poitrine. Les enfants parlaient si rarement d'elle. J'avais pensé qu'ils étaient peut-être en train d'oublier que le temps faisait son œuvre miséricordieuse d'effacement. Ta maman et moi prions ensemble. Oui, Clara prie. Jonah a continué avec la logique implacable de l'enfance. Elle nous a appris comment faire. Elle dit que c'est comme parler à Dieu. Je sais ce qu'est la prière, Jonah. Alors pourquoi ne le fais-tu pas? J'ai posé mon propre morceau de bois et j'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé. Il avait les yeux de Margaret, sombres et scrutateurs, et bien trop perspicaces. Et en eux, je n'ai pas vu d'accusation, mais une véritable confusion. Il voulait comprendre pourquoi son père, qui avait été un homme de Dieu, restait maintenant silencieux pendant que d'autres priaient. Clara a parlé avant que je puisse formuler une réponse. Parfois, les gens arrêtent de prier pendant un certain temps, Jonah. Ça ne veut pas dire qu'ils ont cessé de croire, juste qu'ils ont besoin de temps pour retrouver les mots. Combien de temps? Elle a souri doucement. Autant de temps qu'il leur faut. Jonah a semblé accepter cela. Il est retourné à sa sculpture, mais ensuite il a dit très doucement. Je prie pour toi, papa, tous les soirs. Je prie pour que tu retrouves les mots. Ma gorge s'est nouée. J'ai tendu la main et je l'ai serrée contre moi, le tenant fermement pendant que je luttais pour me ressaisir. Par-dessus sa tête, j'ai croisé les yeux de Clara. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait nommer. De la compréhension, oui, mais quelque chose de plus, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Plus tard, après que les enfants se soient endormis, Clara et moi nous sommes assis près du feu mourant, comme c'était devenu notre habitude. Ces heures calmes du soir étaient celles où nous parlions le plus librement, où l'obscurité semblait nous donner la permission d'être honnêtes. Je pensais, a dit Clara, rompant le silence confortable, que nous devrions enseigner aux enfants ensemble. La lecture, l'écriture et l'arithmétique. Ils sont brillants. Ils méritent une bonne éducation. Vous n'avez pas à faire ça. Prendre soin d'eux, je veux dire. Ils sont de ma responsabilité. Ce sont des enfants qui vivent sous mon toit. Cela en fait aussi ma responsabilité. J'ai étudié son profil à la lueur du feu. Elle avait détaché ses cheveux pour la soirée et ils tombaient en vagues sur ses épaules, masquant partiellement le côté cicatrisé de son visage. Elle était belle, ai-je réalisé avec un sursaut. Pas malgré les cicatrices, mais d'une certaine manière à cause d'elle, parce qu'elle parlait de survie, de refus d'être détruite. Vous auriez été une bonne mère, ai-je dit sans réfléchir. Elle est devenue très immobile. Puis, lentement, elle a posé une main sur son ventre gonflé. Je ne sais pas si je le serai. J'ai peur de l'accouchement, de la maternité, d'aimer cet enfant et de voir Marcus à chaque fois que je le regarderai, de ne pas pouvoir séparer l'innocent du coupable. Je comprenais cette peur mieux qu'elle ne le savait.
Combien de fois avais-je regardé Jonah et Lily en me demandant si j'aurais pu sauver leur mère, si j'avais prié plus fort, cru plus fort, été plus digne de l'intervention de Dieu? L'enfant n'est pas Marcus, ai-je dit. Pas plus que Jonah et Lily ne sont Margaret. Ils sont d'eux-mêmes et vous les aimerez pour ce qu'ils sont, pas pour d'où ils viennent. Comment pouvez-vous en être si certain? Parce que je vois comment vous êtes avec mes enfants. Vous ne les voyez pas comme des rappels de ce que j'ai perdu. Vous les voyez comme eux-mêmes. Vous ferez la même chose avec le vôtre. Elle s'est tournée pour me regarder pleinement. Vous croyez vraiment ça? Oui. Elle a soutenu mon regard pendant un long moment, puis elle a hoché la tête comme si elle acceptait une promesse. Merci, Silas, d'avoir dit ça, d'être ici. Où serais-je d'autre? Sur votre montagne, seul, à l'abri des gens comme moi qui apportent des ennuis avec eux. Vous n'avez pas apporté d'ennuis. Pas encore, a-t-elle dit doucement. Mais Harold finira par venir. Il attend juste le bon moment. La mention de Harold Ashford m'a glacé le sang. Clara n'avait parlé de lui que brièvement depuis mon arrivée. Le frère aîné de Marcus, shérif adjoint de Helena, l'homme qui croyait que Clara avait assassiné son frère et qui avait juré de prendre son enfant. Vous a-t-il contacté depuis que je suis ici? Non, mais je l'ai vu en ville la semaine dernière quand je suis allé chercher des provisions. Il m'a observé tout le temps. Il n'a pas dit un mot, il a juste regardé. C'est de l'intimidation. Il essaie de vous effrayer, ça marche. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne sans réfléchir. Ses doigts étaient froids et ils tremblaient légèrement dans les miens. Je pensais ce que j'ai dit quand j'ai accepté de rester. S'il vient, je serai à vos côtés. Vous n'êtes qu'un seul homme, Silas. Harold a la loi derrière lui et il a des amis dangereux. Alors nous serons prudents. Mais nous n'aurons pas peur. Elle a serré ma main et nous sommes restés assis là, à la lueur du feu, nous tenant l'un à l'autre comme des survivants d'un naufrage s'accrochant au même morceau de bois flotté. Je ne savais pas quand c'était arrivé, mais quelque part au cours des dernières semaines, Clara avait cessé d'être simplement mon employeur. Elle était devenue quelque chose de plus. Une amie, certainement, mais aussi une compagne de deuil, une camarade de voyage à travers la vallée de la perte. Et peut-être, bien que j'ose à peine le reconnaître, elle devenait quelque chose d'encore plus que ça. Le lendemain matin s'est levé, froid et clair. J'étais dehors en train de fendre du bois quand j'ai entendu des chevaux approcher. 3 cavaliers remontant la route vers la maison. Mes mains se sont crispées sur le manche de la hache. Nous étions à 5 miles de la ville. Les gens ne passaient pas par hasard. J'ai posé la hache et je me suis dirigé vers la maison, restant à découvert où je pouvais être vu. Les cavaliers se sont approchés et j'ai reconnu l'homme de tête, grand, large d'épaules, avec un insigne de shérif adjoint brillant sur son manteau. Harold Ashford. Il a arrêté son cheval à environ 20 pieds de moi, ses 2 compagnons s'écartant légèrement pour l'encadrer. La tactique était évidente, il voulait que je me sente encerclé. « Bonjour », a dit Harold, sa voix agréable, mais ses yeux froids. « Vous devez être l'homme à tout faire dont j'ai entendu parler. Je travaille pour Madame Ashford. »« Oui, Silas. C'est juste Silas, pas de nom de famille. » Mon pouls s'est accéléré. Garrett. Silas Garrett. L'expression de Harold n'a pas changé, mais j'ai vu une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Garrett. Voyons, où ai-je déjà entendu ce nom? Il savait ou il soupçonnait. J'ai gardé mon visage soigneusement neutre. Je suis ici pour voir ma belle-sœur, a poursuivi Harold. Affaire de famille, j'espère que vous ne vous mettrez pas en travers de mon chemin. Madame Ashford se repose. Elle ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Ce n'est pas à vous de décider. Elle m'a engagé pour gérer sa maison. Cela inclut de décider qui y entre. Harold est sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Intéressant. Un homme à tout faire qui pense qu'il dirige l'endroit. Clara a toujours eu le don de faire oublier aux hommes leur place. J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai réprimée. Harold voulait que je réagisse, que je lui donne une excuse. La porte s'est ouverte derrière moi. Clara est sortie, une main soutenant son dos, son visage aux traits déterminés. Harold, a-t-elle dit, que veux-tu? Chère sœur, je viens juste prendre de tes nouvelles, m'assurer que l'on s'occupe bien de toi. Ses yeux m'ont parcouru avec dédain. Bien que je doive remettre en question ton jugement sur les personnes que tu autorises à t'approcher. Silas m'aide à passer l'hiver.
Il n'y a rien d'inconvenant à cela. N'est-ce pas? Une veuve seule avec un homme étrange. Qu'en penserait Marcus? Marcus est mort, a dit Clara sèchement. Et il a perdu le droit d'avoir des opinions sur ma vie quand il a essayé de me brûler vive. Un des compagnons de Harold s'est agité mal à l'aise sur sa selle. Peut-être qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Peut-être que Harold leur avait raconté une autre histoire. La mâchoire de Harold s'est crispée. Tu ne devrais pas parler en mal des morts, Clara. Surtout quand tu avais toutes les raisons de le vouloir mort. Je voulais qu'il arrête de me faire du mal. Ce n'est pas la même chose que de le vouloir mort. L'effondrement de la mine était drôlement pratique, n'est-ce pas? 3 jours après qu'il t'ait soi-disant attaqué. Certains pourraient en dire que c'est une coïncidence suspecte. L'effondrement de la mine a fait l'objet d'une enquête. Il a été classé comme un accident par un shérif qui a depuis pris sa retraite. Peut-être devrions-nous enquêter à nouveau, plus en profondeur cette fois. La main de Clara s'est posée sur son ventre, protectrice. Que veux-tu, Harold? Je veux m'assurer que le bébé que tu portes est en sécurité. C'est l'enfant de Marcus, du sang Ashford. Et quand il naîtra, j'ai l'intention de demander la garde au tribunal. Tu n'as aucun droit légal. J'ai tous les droits. Tu es une mère inapte, balafrée, seule, qui fréquente des hommes étranges. Le tribunal verra la raison. J'ai fait un pas en avant, me plaçant entre Harold et Clara. Je pense que vous devriez partir maintenant. Les yeux de Harold se sont rétrécis. Vous n'avez aucune autorité ici, Garrett? Et oui, je sais qui vous êtes. Le révérend Silas Garrett, le prêcheur qui a abandonné son troupeau après la mort de sa femme. L'homme qui s'est enfui et s'est caché sur une montagne pendant 4 ans, mon sang s'est glacé. Il avait enquêté sur moi. Il connaissait mon histoire. Est-ce que Clara est au courant pour vous? A poursuivi Harold, sa voix prenant un ton moqueur. C'est elle que vous avez laissé votre propre femme se vider de son sang pendant que vous priez inutilement sur elle. C'est elle que vous n'avez pas pu sauver la femme que vous aimiez. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez la protéger? Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai entendu Clara prendre une inspiration brusque derrière moi. Quittez cette propriété, ai-je dit. Ma voix basse et dangereuse. Maintenant, Harold a ri. Sinon quoi? Vous allez me jeter des prières? Le prêcheur qui a perdu la foi n'est pas une grande menace. J'ai dit, partez. Pendant un long moment, nous nous sommes regardés. Harold me testait, essayant de voir si j'allais craquer. Mais j'avais déjà été brisé, par un chagrin bien pire que tout ce qu'il pouvait infliger. Je ne craquerai pas à nouveau. Finalement, Harold a fait tourner son cheval. Ce n'est pas fini, Clara. Quand ce bébé naîtra, je reviendrai. Et nous verrons ce que la loi a à dire sur qui mérite d'élever un Ashford. Il a éperonné son cheval et est parti, ses compagnons le suivant. Nous les avons regardés jusqu'à ce qu'ils disparaissent sur la route. Puis Clara a touché mon bras. Silas, ce qu'il a dit sur votre femme, est-ce vrai? Je ne pouvais pas la regarder. Oui. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que ce n'est pas quelque chose dont je parle. Jamais. Elle laisse rester silencieuse un moment, puis elle a dit, « Entrez. Les enfants dorment encore. Nous devrions parler. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec des tasses de café que ni l'un ni l'autre n'a bu. L'histoire est sortie par bribes hésitantes. La grossesse difficile de Margaret. La nuit où elle a commencé le travail, l'hémorragie qui ne s'arrêtait pas. J'ai prié, ai-je dit, en regardant mes mains. Pendant toute cette nuit, j'ai prié. J'ai supplié Dieu de la sauver. Je lui ai tout offert, absolument tout, ma vie pour la sienne. Mais il n'a pas répondu. Et quand le soleil s'est levé, elle était partie. Et vous vous êtes blâmé. J'ai blâmé Dieu. Je me suis blâmé moi-même. J'ai blâmé tout le monde et tout. Parce que si Dieu existait et qu'il l'avait laissé mourir, alors il était cruel. Et s'il n'existait pas, alors toutes mes prières, ma foi, ma vie entière avaient été bâties sur un mensonge. Clara a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Ce n'était pas votre faute, Silas. Vous n'auriez pas pu la sauver. J'étais censé être un homme de Dieu. J'étais censé avoir la foi pour déplacer des montagnes. Et je n'ai même pas pu sauver une seule femme. Ce n'est pas comme ça que la foi fonctionne. Ce n'est pas une transaction où l'on prie assez fort pour obtenir ce que l'on veut. Parfois, les gens meurent, Silas. Et parfois, tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous asseoir avec ceux qui survivent et les aider à continuer à vivre. J'ai finalement levé les yeux vers elle. Comme vous le faites avec Jonah et Lily. Comme vous le faites avec moi.
Nous sommes restés assis là, nous tenant la main sur la table. Deux personnes qui avaient tout perdu, essayant de comprendre comment recommencer. Harold est dangereux, a dit Clara finalement. Il n'abandonnera pas. Je sais. Si vous voulez partir, prendre vos enfants et retourner sur votre montagne, je comprendrai. Vous n'avez pas signé pour ce genre de problème. Je ne pars pas. Silas, vous ne me devez rien. Vous avez déjà fait plus que ce que j'avais le droit de demander. Il ne s'agit pas de devoir, il s'agit de choisir. Et je choisis de rester. Elle a étudié mon visage, cherchant le doute, mais il n'y en avait aucun à trouver. Quoi qu'il advienne, quoi que Harold prépare, nous y ferions face ensemble. Merci, a-t-elle murmuré. Un petit bruit venant de la chambre nous a interrompus. Lily se réveillait. Clara a commencé à se lever, mais je lui ai fait signe de rester. Je vais aller la voir. Vous devriez vous reposer. Dans la chambre, les deux enfants s'agitaient. Jonah s'est assis, se frottant les yeux. Papa, qui était là? J'ai entendu des chevaux. Juste quelqu'un qui rendait visite à Madame Clara. Rien d'inquiétant. Mais Jonah était trop perspicace. C'était le méchant homme? Je me suis agenouillé près du lit. Quel méchant homme? Celui dont Clara nous a parlé. Celui qui veut prendre le bébé. Alors Clara les avait prévenus, les avait préparés. Malin. Oui, ai-je dit honnêtement. Mais il est parti maintenant et nous sommes tous en sécurité. Reviendra-t-il? J'aurais pu mentir. J'aurais dû mentir. Mais je m'étais fait la promesse il y a longtemps de ne jamais mentir à mes enfants sur les choses importantes. Probablement, mais quand il le fera, nous serons prêts. Jonah a hoché la tête sérieusement, acceptant cela. Puis il a dit, « Papa, je suis content que nous soyons venus ici. J'aime bien Clara et je pense que maman l'aurait aimée aussi. » L'observation m'a frappé avec une force inattendue. Margaret aurait-elle aimé Clara? J'ai pensé que peut-être oui. Elle partageait une force similaire, un refus similaire de laisser la souffrance les définir. Je pense que tu as raison, mon fils. Cet après-midi-là, pendant que Clara faisait la sieste et que les enfants jouaient à un jeu que Lily avait inventé avec des pierres et des bâtons, j'ai fait le tour de la propriété, cherchant les points faibles, les endroits où quelqu'un pourrait approcher sans être vu. La maison se trouvait dans une petite clairière entourée de trembles, offrant une bonne visibilité dans la plupart des directions. Mais la grange était en retrait d'environ 50 yards, et il y avait un ravin qui longeait le bord et où quelqu'un pourrait se cacher. J'ai pris des notes mentales. Nous devrions être vigilants, et nous aurions besoin d'un plan. Quand Clara s'est réveillée, je l'ai trouvée dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle se déplaçait lentement, une main pressée sur le bas de son dos. « Vous devriez vous reposer », ai-je dit. Je me suis reposé. J'ai besoin de bouger ou je vais devenir folle. J'ai pris le couteau de sa main et j'ai commencé à couper les légumes moi-même. Alors, laissez-moi au moins vous aider. Nous avons travaillé côte à côte dans un silence confortable, mais je pouvais sentir la tension en elle, la peur qu'elle essayait de cacher. Nous devrions avoir un plan, ai-je dit finalement, pour le retour de Harold. Quel genre de plan? Des itinéraires de fuite, des endroits pour cacher les enfants si nécessaire, un signal pour obtenir de l'aide de la ville? Elle a arrêté son travail et m'a regardé. Vous pensez vraiment que ça en arrivera là? Je pense que nous devrions être préparés à tout. Elle a hoché la tête lentement. D'accord. Que suggérez-vous? Au cours de l'heure suivante, nous avons réglé les détails. Si Harold venait pendant la journée, Clara emmènerait les enfants à la grange pendant que je m'occuperais de lui. S'il venait la nuit, il y avait une cave à légumes sous la maison où ils pourraient se cacher. J'apprendrais à Jonah à monter à cheval jusqu'à la ville pour chercher le shérif si nécessaire. C'était comme se préparer à la guerre, et peut-être que c'en était une. Ce soir-là, après que les enfants se soient couchés, Clara et moi nous sommes assis à nouveau près du feu. Mais ce soir, le silence était plus lourd, chargé de peur inexprimée. « Parlez-moi de Margaret », a dit Clara soudainement. Pas de la façon dont elle est morte, mais de qui elle était. J'ai été surpris par la demande, mais d'une certaine manière, parler de Margaret me semblait juste, comme si j'honorais sa mémoire au lieu de simplement la pleurer. Elle était forte, ai-je dit, plus forte que moi à bien des égards. Elle avait cette capacité à trouver de la joie dans les plus petites choses. Un beau lever de soleil, du pain frais, le bruit de la pluie sur le toit. Vous l'aimiez beaucoup, plus que je ne savais l'exprimer,
Et quand elle est morte, j'ai eu l'impression que la moitié de moi était morte avec elle. Clara a hoché la tête, comprenant. Marcus n'a pas toujours été cruel. Quand nous nous sommes mariés, il était gentil et attentionné. Mais la guerre l'a changé. Il est revenu avec des cauchemars et une rage qu'il ne pouvait pas contrôler. Et lentement, l'homme que j'avais épousé a disparu. L'aimiez-vous après le changement? Elle a examiné la question attentivement. J'ai aimé qui il avait été. J'ai pleuré qui il était devenu. Mais à la fin, ce que je ressentais, c'était surtout de la peur et de la culpabilité. Parce que je voulais qu'il parte, mais je ne pouvais pas me résoudre à le quitter. Ce n'est pas la même chose que de le vouloir mort, n'est-ce pas? Combien de nuits ai-je passé éveillé à l'imaginer ne pas rentrer à la maison, à l'imaginer tomber de cheval, ou être pris dans un effondrement de mine, ou l'un des cent autres accidents. Et puis c'est vraiment arrivé, et je me suis senti soulagé. Est-ce que ça me rend coupable? Non, ai-je dit fermement, ça vous rend humaine. Elle m'a regardé avec des yeux brillants de larmes non versées. J'ai peur, Silas. Peur de ce que Harold va faire. Peur d'accoucher et que quelque chose se passe mal. Peur de ce bébé et de ce qu'il représente. Peur d'être à nouveau seul. Vous n'êtes pas seul. Pour l'instant. Mais l'hiver ne durera pas éternellement. Et quand le printemps viendra, vous et vos enfants partirez. Vous retournerez sur votre montagne ou ailleurs. Et je serai ici avec un bébé, des ennemis et des cicatrices qui ne guériront jamais. Je me suis déplacé de ma chaise pour m'agenouiller à côté de la sienne, prenant ses deux mains dans les miennes. Écoutez-moi, Clara Ashford. Je ne vais nulle part. Ni au printemps, ni jamais, à moins que vous ne me demandiez de partir. Vous êtes coincé avec moi et mes enfants aussi longtemps que vous voudrez de nous. Pourquoi? A-t-elle murmuré. Pourquoi vous attacheriez-vous à quelqu'un comme moi, quelqu'un de brisé, de balafré, et qui porte l'enfant d'un autre homme? Parce que vous n'êtes pas brisé. Vous survivez. Et parce que quelque part au cours de ces dernières semaines, vous, cette maison et cette étrange famille que nous avons construite, êtes devenus plus importants pour moi que de me cacher de mon passé. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant des deux côtés de son visage, suivant les contours de ses cicatrices. J'ai tendu la main et je les ai doucement essuyées. Nous nous sauvons l'un l'autre, ai-je dit. C'est ce que nous faisons. Vous avez sauvé mes enfants avec vos médicaments et vos soins. Vous m'avez sauvé en me redonnant un but. Et je serais damné si je laisse Harold ou qui que ce soit d'autre vous faire du mal maintenant. Elle s'est penchée en avant et a appuyé son front contre le mien. Nous sommes restés ainsi un long moment, respirant ensemble, trouvant de la force dans notre présence partagée. Puis Clara s'est légèrement reculée. Il y a quelque chose que je dois vous dire sur la nuit où Marcus est mort. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Vous n'êtes pas obligé, si je le dois, parce que si nous devons affronter ce qui nous attend, vous méritez de connaître toute la vérité. Clara a pris une profonde inspiration, ses mains toujours jointes aux miennes. La nuit où Marcus est mort, nous avons eu une dispute. Il était ivre, comme souvent. Il m'a accusé d'infidélité, de porter l'enfant d'un autre homme. Était-ce vrai? Non. L'enfant est le sien, mais il ne voulait pas me croire. Il est devenu violent, plus violent que d'habitude. Je me suis enfui de la maison dans la nuit. Il m'a suivi. Elle a fait une pause, son visage pâlissant au souvenir. Nous nous sommes retrouvés à la mine où il travaillait. Il avait bu avec certains des hommes là-bas plus tôt. J'essayais de lui échapper sans penser à où j'allais. Et puis, au bord du puits principal, il m'a attrapé. Mes mains se sont crispées sur les siennes. Il me criait dessus, disant des choses terribles. Son visage était juste en face du mien et je pouvais sentir l'odeur du whisky sur son haleine. Et puis soudain, il s'est arrêté. Ses yeux se sont écarquillés et il est tombé. Il est tombé dans le puits. Oui, mais Silas, je ne l'ai pas poussé. Je le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré, je ne l'ai pas touché. Il a juste perdu l'équilibre et il est tombé. Alors pourquoi Harold pense-t-il que vous l'avez tué? Parce que j'étais là. Parce que j'ai fui au lieu d'aller chercher de l'aide immédiatement. Parce qu'au moment où j'ai ramené des hommes pour le sortir, il était déjà mort. Et parce que Harold a besoin de quelqu'un à blâmer pour la perte de son frère. J'ai analysé cela attentivement. Avez-vous raconté cela aux enquêteurs, la dispute, le fait d'être à la mine? Non. J'étais terrifié. Je leur ai dit que j'étais à la maison quand c'est arrivé, que je ne savais rien. La culpabilité de ce mensonge me ronge chaque jour depuis.
Clara, vous devez dire la vérité à quelqu'un. Si Harold rouvre l'enquête et qu'il découvre que vous avez menti, ce sera pire. Je sais, mais j'avais si peur. Et puis Harold a commencé à faire ses menaces de prendre le bébé et je voulais juste disparaître. C'est à ce moment-là que j'ai passé l'annonce. Je pensais que si je pouvais juste passer l'hiver, peut-être que les choses se calmeraient. Les choses ne se calmeront pas. Pas avec Harold. Il va insister jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Elle a retiré ses mains des miennes et s'est levée, se dirigeant vers la fenêtre. Alors que dois-je faire? Nous allons voir le shérif. Le vrai shérif, pas Harold. Nous lui disons tout. Les abus, la dispute, l'accident, tout. Et s'il ne me croit pas, alors nous nous en occuperons aussi. Mais Clara, la vérité est votre meilleure défense. Les mensonges ne font que donner plus de munitions à Harold. Elle s'est retournée pour me faire face, et dans ses yeux, j'ai vu le même désespoir que j'avais ressenti quand Margaret était mourante. Ce sentiment frénétique et impuissant de voir la catastrophe approcher et d'être incapable de l'arrêter. Je suis si fatigué, Silas. Fatigué d'avoir peur, fatigué de regarder par-dessus mon épaule, fatigué de me demander quand le prochain coup tombera. Je suis allé vers elle et je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est raidie au début, n'ayant pas l'habitude d'être touchée avec douceur, mais ensuite, elle s'est détendue contre moi, sa tête reposant sur mon épaule. Je sais, ai-je murmuré, je sais que vous êtes fatigué, mais vous n'êtes plus seul. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Nous sommes restés là, dans la maison silencieuse, pendant que le feu diminuait et que les enfants dormaient paisiblement. Et pour un instant, la peur s'est suffisamment estompée pour laisser l'espoir revenir. Les 3 jours suivants se sont déroulés dans une attente intense. Nous nous attendions à ce que Harold revienne à tout moment, mais il n'est pas venu. À la place, une tempête est arrivée. Elle a commencé par un changement de vent, une odeur de neige dans l'air que tout montagnard reconnaît. Le soir, les premiers flocons tombaient. À minuit, c'était un blizzard complet. Je me suis réveillé au son du vent hurlant autour de la maison et de la neige s'accumulant contre les fenêtres. La température avait chuté de façon spectaculaire. Quand je suis allé attiser le feu, ma respiration formait de la buée dans l'air de la maison. Clara était déjà réveillée, debout près de la fenêtre, regardant le chaos blanc. « Combien de temps cela va-t-il durer » a-t-elle demandé. « Ça pourrait être un jour, ça pourrait être 3. Nous avons assez de nourriture et de bois, pour environ 1 semaine si nous sommes prudents. » Je me suis mise à côté d'elle. Le monde extérieur avait disparu dans un tourbillon blanc. Nous étions complètement coupés du monde maintenant. Personne ne pouvait nous atteindre, mais nous ne pouvions atteindre personne non plus. « Au moins, Harold ne peut pas arriver ici avec ce temps, » a dit Clara. C'était une petite miséricorde, mais je la prenais. Le 2e jour de la tempête, les enfants devenaient agités, confinés dans la maison, incapables de jouer dehors. Ils rebondissaient sur les murs avec une énergie refoulée. Clara a organisé des jeux et des leçons pour les occuper. Elle leur a appris des chansons et leur a fait pratiquer leurs lettres. J'ai sculpté des animaux en bois avec Jonah pendant que Lily aidait Clara à cuisiner. Mais la tempête ne montrait aucun signe de répit. Et la 2e nuit, quelque chose a changé. Je me suis réveillé au son de Clara qui m'appelait. Il y avait une urgence dans sa voix qui m'a instantanément mise en alerte. Je l'ai trouvée dans la pièce principale, une main appuyée sur la table, l'autre pressée sur son ventre. Son visage était crispé par la douleur. « Le bébé » allaita-t-elle. « Il arrive. Mon cœur s'est serré. C'est trop tôt. Vous ne devez accoucher que dans 1 mois. Je sais, mais il arrive quand même. » Une autre contraction l'a saisie et elle a crié. Le son a réveillé les enfants. Jonah et Lily sont apparus dans l'embrasure de la chambre, les yeux écarquillés de peur. « Jonah, ai-je dit, en forçant le calme dans ma voix. Ramène ta sœur au lit. Tout va bien se passer. »« Est-ce que Clara est malade ?» a demandé Lily. « Le bébé arrive. J'ai besoin que vous restiez tous les 2 dans la chambre et que vous soyez très courageux. Pouvez-vous faire ça pour moi? » Ils ont hoché la tête et se sont retirés, bien que je puisse voir la peur dans leurs yeux. Je me suis retourné vers Clara. « Nous devons vous mettre au lit. Pouvez-vous marcher? » Elle a hoché la tête fermement et je l'ai aidée à traverser la pièce jusqu'à son lit. Une autre contraction l'a frappée alors que nous y arrivions, et elle a serré mon bras assez fort pour me faire un bleu.
Silas, j'ai peur. C'est trop tôt. Et si quelque chose se passe mal, rien ne va mal se passer. Je vais vous aider. Vous n'avez jamais accouché de bébé. Non. Mais Margaret m'a tout raconté sur la naissance des jumeaux. Je sais quoi faire. C'était en grande partie un mensonge. Je savais certaines choses, mais l'accouchement était dangereux, même avec une sage-femme qualifiée. Seul dans un blizzard, avec un bébé qui arrive trop tôt, nos chances n'étaient pas bonnes. Mais je ne pouvais pas laisser Clara voir ma peur. Elle avait besoin que je sois fort, certain, capable, même si je ne me sentais rien de tout cela. Au cours de l'heure suivante, les contractions sont devenues plus fortes et plus rapprochées. J'ai fait bouillir de l'eau et j'ai rassemblé des linges propres, agissant par instinct et sur des instructions à moitié mémorisées. La douleur de Clara était terrible à voir. Elle a essayé de rester silencieuse pour les enfants, mais finalement l'agonie a submergé son contrôle. Ses cris ont résonné dans la petite maison. Je lui tenais la main et murmurais des mots d'encouragement qui semblaient totalement inadéquats. Qu'est-ce que j'y connaissais? J'étais un prêcheur raté, pas un médecin. Je n'avais pas pu sauver ma propre femme. Comment pourrais-je sauver Clara et son enfant? Je ne peux pas le faire. Clara sanglotait entre les contractions. Je ne peux pas. Ça fait trop mal si vous le pouvez. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Je ne suis pas forte. Je suis brisée, effrayée. Je ne veux pas de ce bébé. C'est le bébé de Marcus. Chaque fois que je le regarderai, je le verrai. Je verrai ce qu'il m'a fait. Non, ai-je dit fermement. Ce bébé est le vôtre, pas celui de Marcus. Le vôtre. Et vous allez l'aimer parce que c'est ce que vous êtes. Une autre contraction l'a saisie, la plus forte à ce jour. Elle a poussé, tout son corps se tendant. Le bébé arrive, ai-je dit, en voyant le sommet de la tête. Clara, vous devez pousser maintenant. Elle a poussé de toutes ses forces. Une fois, deux fois, puis avec un dernier cri qui était à la fois agonie et triomphe, le bébé a glissé dans mes mains qui l'attendaient. Pendant un terrible instant, l'enfant est resté silencieux, bleu et immobile. Il ne respirait pas. Non, pas encore. Je ne pouvais pas perdre une autre vie en couche. Je ne pouvais pas regarder Clara traverser ce que j'avais traversé. J'ai dégagé la bouche et le nez du bébé, puis j'ai frotté son dos vigoureusement. Allez, respire. S'il te plaît, respire. Et puis, comme un miracle, le bébé a halté, a aspiré de l'air dans ses minuscules poumons et a commencé à pleurer. Le son était de la plus belle chose que j'ai jamais entendue. C'est un garçon, ai-je dit, la voix brisée. Clara, vous avez un fils. Je l'ai nettoyé rapidement et je l'ai enveloppé dans une couverture, puis je l'ai placé dans les bras de Clara. Elle a regardé le minuscule visage rouge et j'ai vu une guerre d'émotions traverser ses traits. La peur, la colère, le chagrin, puis lentement, autre chose, l'émerveillement. Il est si petit, a-t-elle murmuré. Il est arrivé en avance, mais il respire bien. Des poumons solides. Elle a touché son visage avec un doigt, traçant la courbe de sa joue. Il ne ressemble pas à Marcus. Il se ressemble à lui-même. Clara a tenu son fils et a pleuré. Pas de douleur cette fois, mais de la complexité écrasante de donner la vie dans un monde qui lui avait montré tant de cruauté. J'ai nettoyé du mieux que j'ai pu et j'ai vérifié que Clara ne saignait pas excessivement. Tout semblait normal. La mère et le bébé, tous deux vivants, tous deux respirants. C'était plus que ce que j'avais osé espérer. Jonah et Lily se sont glissés hors de la chambre, attirés par les pleurs du bébé. On peut voir? A demandé Lily. Clara a hoché la tête et les enfants se sont approchés du lit avec précaution. Ils ont regardé le bébé avec admiration. Il est minuscule, a observé Jonah. Il est parfait, a soufflé Lily. Et en regardant mes enfants rencontrer le fils de Clara, en regardant cette petite famille que les circonstances avaient réunie commencer à se tisser en quelque chose de réel, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 4 ans. J'ai senti le réveil de la foi. Pas la certitude confiante que j'avais autrefois possédée, mais quelque chose de plus silencieux. Une croyance timide que peut-être, malgré tout, il y avait encore de la grâce dans le monde. Clara a levé les yeux vers moi, épuisée mais vivante. Merci, Silas, de ne pas m'avoir laissé abandonner, d'être là. Où serais-je d'autre? Cette nuit-là, après que Clara et le bébé se soient endormis paisiblement, je me suis assis seul près du feu. Jonah et Lily étaient finalement retournés au lit, excités et soulagés que l'épreuve soit terminée.
J'aurais dû être épuisé, j'aurais dû m'effondrer de sommeil. Au lieu de cela, je me suis surpris à prendre la Bible de Margaret. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. 4 ans que je n'avais pas lu ces mots. 4 ans que je n'avais pas cru qu'ils signifiaient quoi que ce soit. Les pages se sont ouvertes sur les psaumes. J'ai lu sans réfléchir, laissant les cadences familières m'envahir. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute ma voix. Ma gorge s'est serrée. Combien de fois avais-je crié des profondeurs? Combien de fois m'étais-je senti inentendu? Mais ce soir, tenant un nouveau-né, voyant la vie triompher de la mort et de la peur, je me suis demandé si peut-être j'avais été entendu depuis le début, mais pas de la manière que j'attendais. J'ai pensé aux paroles de Jonah. Je prie pour toi, papa, tous les soirs. Je prie pour que tu retrouves les mots. Et lentement, avec hésitation, je me suis agenouillé. Non par devoir ou par habitude, mais par un besoin authentique. Les mots sont venus comme de l'eau d'un puits longtemps à sec, rouillé, hésitant, mais réel. Dieu, ai-je murmuré. Je ne sais pas si tu écoutes. Je ne sais pas si tu as jamais écouté. Mais si tu es là, merci d'avoir laissé Clara et le bébé vivre, de m'avoir donné une seconde chance d'aider quelqu'un quand c'était important. Pour mes enfants, pour cette famille inattendue. Je ne demande rien d'autre. Juste merci. C'était la première prière que je prononçais en 4 ans. Et que Dieu l'ait entendu ou non, quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. Un nœud de chagrin et de colère qui m'étranglait a finalement commencé à se desserrer. Je suis resté à genoux pendant un long moment, là, à la lueur du feu, pendant que la tempête faisait rage dehors et qu'une nouvelle vie dormait paisiblement dans la pièce voisine. Le blizzard a finalement cessé le matin du 3e jour. Le monde est apparu blanc et immaculé, transformé par une neige qui atteignait la moitié des fenêtres. Il faudrait du temps pour déblayer. Du temps avant que la route ne soit à nouveau praticable. Mais nous avions survécu. Nous tous. Clara a appelé le bébé Samuel. Cela signifie « Dieu a entendu », a-t-elle expliqué. Parce que même si j'avais peur, même si je ne pensais pas pouvoir le faire d'une manière ou d'une autre, on m'a donné la force dont j'avais besoin. J'ai pensé à ma prière dans la nuit et je n'ai rien dit. Au cours de la semaine suivante, nous nous sommes installés dans de nouveaux rythmes. Clara se remettait lentement, allaitant Samuel et s'émerveillant de sa différence par rapport à ce qu'elle avait craint. J'ai pris en charge une plus grande partie des tâches ménagères, m'occupant des enfants et entretenant le feu. Jonah et Lily étaient enchantés par le bébé. Ils se relayaient pour le bercer et lui chanter des chansons. Lily s'est déclarée sa grande sœur et s'est nommée sa protectrice. On se sentait presque comme une vraie famille. Mais la paix ne pouvait pas durer. Je le savais même en me laissant profiter de ces jours tranquilles. Harold viendrait. La tempête n'avait fait que retarder l'inévitable. Et j'avais raison. Par un après-midi clair et froid, 10 jours après la naissance de Samuel, j'étais dehors en train de fendre du bois quand j'ai de nouveau entendu des chevaux. 3 cavaliers, les mêmes qu'avant. Harold Ashford était de retour. J'ai posé la hache et je me suis dirigé vers la maison, me positionnant entre les cavaliers qui approchaient et la porte. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé mon visage calme, ma posture stable. Harold a arrêté son cheval au même endroit qu'auparavant, ses 2 compagnons l'encadrant. Mais cette fois, il y avait un 4e cavalier que je n'avais pas remarqué au début. Un homme plus âgé avec une étoile d'argent épinglée à son manteau. Le vrai shérif. Garrett, a dit Harold, sa voix portant une note de satisfaction. J'ai amené le shérif Amos Calhoun pour vous rencontrer. Il semble qu'il y ait des questions sur la nuit où mon frère est mort. L'homme plus âgé est descendu lentement de cheval, ses mouvements délibérés. Il avait le visage buriné de quelqu'un qui avait trop vu le côté sombre de la nature humaine, mais qui n'avait pas encore renoncé à trouver ses meilleurs anges. « Monsieur Garrett, a-t-il dit en tendant la main, j'aimerais parler à Madame Ashford si elle est disponible. » J'ai serré sa main, le jaugeant. Sa poignée était ferme, mais pas agressive. Ses yeux étaient fatigués, mais pas méchants. Elle vient d'avoir un bébé il y a 10 jours. Elle se remet encore. Les sourcils du shérif Calhoun se sont haussés. Le bébé est donc arrivé en avance. Va-t-elle bien? La mère et l'enfant se portent bien, a interrompu Harold, la voix sèche. Elle peut bien prendre quelques minutes pour répondre à des questions sur le meurtre de mon frère. Le shérif s'est tourné vers Harold avec un air de léger reproche. « Shérif adjoint Ashford,
Je mènerai cet interrogatoire. Vous attendrez ici. Mais, shérif, elle est dangereuse. Elle a tué Marcus et elle mentira à ce sujet. Alors vous n'avez rien à craindre si je lui parle seul. Le ton de Calhoun a clairement indiqué que ce n'était pas une suggestion. La mâchoire de Harold s'est crispée, mais il a hoché la tête sèchement et est resté à cheval. J'ai fait entrer le shérif. Clara était assise dans le fauteuil à bascule près du feu, Samuel endormi dans ses bras. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, et j'ai vu la peur traverser son visage avant qu'elle ne compose soigneusement ses traits. Madame Ashford, a dit le shérif Calhoun en retirant son chapeau. Je suis désolé de vous déranger, surtout si peu de temps après l'accouchement, mais il y a quelques questions que je dois vous poser sur la nuit où votre mari est mort. Clara a hoché la tête lentement. Je comprends. Puis-je m'asseoir? Bien sûr. Le shérif s'est installé dans le fauteuil en face d'elle. J'ai commencé à partir pour leur laisser de l'intimité, mais la voix de Clara m'a arrêté. S'il vous plaît, restez, Silas. J'aimerais que vous entendiez ça aussi. Je me suis placé à côté de sa chaise, une main posée sur le dossier, en signe de soutien silencieux. Le shérif Calhoun a sorti un petit carnet. Madame Ashford, j'ai examiné l'enquête initiale sur la mort de Marcus Ashford. L'effondrement de la mine a été classé comme un accident, mais le shérif adjoint Ashford a soulevé quelques inquiétudes. Il dit que vous aviez un mobile pour faire du mal à son frère. C'est vrai, a dit Clara doucement. Marcus me maltraitait. Il m'a brûlé le visage 3 jours avant de mourir. J'avais toutes les raisons de vouloir qu'il parte. L'expression du shérif s'est adoucie avec quelque chose comme de la pitié en regardant ses cicatrices. Avez-vous signalé les abus à quelqu'un? Non, j'avais peur. Marcus était très respecté, un héros de guerre. Qui m'aurait cru plutôt que lui? Quelqu'un a-t-il été témoin des abus? Quelques personnes ont vu des bleus au fil des ans. Mais la nuit où il m'a brûlé, nous étions seuls. Calhoun a pris des notes. Parlez-moi de la nuit où il est mort. Clara a pris une profonde inspiration. J'ai senti qu'elle rassemblait son courage comme une chose physique, s'en enveloppant comme d'une armure. J'ai menti dans l'enquête initiale, a-t-elle dit. Je leur ai dit que j'étais à la maison quand c'est arrivé, mais ce n'était pas le cas. Le stylo du shérif s'est immobilisé. Continuez. Marcus est rentré ivre ce soir-là. Il m'a accusé d'infidélité, de porter l'enfant d'un autre homme. Ce n'était pas vrai. Le bébé était le sien, mais il ne voulait pas écouter. Il est devenu violent, me chassant de la maison. Sa voix est restée ferme, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement là où elles se tenaient Samuel. J'ai couru jusqu'à la mine. Je ne pensais pas à où j'allais. Je voulais juste lui échapper. Il m'a suivi. Nous nous sommes retrouvés près du puits principal et il m'a attrapé. Il me criait dessus, ses mains autour de ma gorge. Elle a fait une pause et je l'ai vu déglutir difficilement. Et puis il s'est arrêté. Ses yeux se sont écarquillés. Il a trébuché en arrière et il est tombé dans le puits. L'avez-vous poussé? A demandé le shérif Calhoun, sa voix neutre. Non. Je le jure sur la vie de mon fils, je ne l'ai pas touché. Il a perdu l'équilibre et il est tombé. Qu'avez-vous fait alors? J'ai paniqué. J'ai couru jusqu'à la ville et j'ai cherché de l'aide. Mais le temps que nous ramenions des hommes pour le sortir, il était déjà mort. Pourquoi n'avez-vous pas dit cela aux enquêteurs initiaux? Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Clara. Parce que j'étais terrifié. Parce que je savais comment ça paraîtrait. Parce que la famille de Marcus avait de l'argent et de l'influence et que je n'avais rien. J'ai pensé que si je disais simplement que je n'étais pas là, si je me taisais, tout disparaîtrait. Le shérif Calhoun est resté silencieux un long moment, l'étudiant. Puis il a demandé, « Y a-t-il quelqu'un qui puisse corroborer votre histoire? Quelqu'un qui vous a vu à la mine cette nuit-là? » Clara a secoué la tête. « Personne ne nous a vus. Il était tard. La mine était fermée. C'est donc votre parole contre les soupçons du shérif adjoint Ashford. » Je sais. Sa voix était à peine un murmure. Mais c'est la vérité. Je ne l'ai pas tué. Il est tombé. Le shérif a fermé son carnet et s'est levé. Madame Ashford, j'apprécie votre honnêteté même si elle arrive tard. Je devrais enquêter davantage, mais je veux que vous sachiez que je prends les allégations de violence domestique au sérieux. Si ce que vous dites sur le traitement que Marcus vous a infligé est vrai, cela change le contexte de ce qui s'est passé cette nuit-là. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, je fais mon travail. J'interrogerai les gens qui connaissaient Marcus. Je chercherai des preuves des abus que Madame Ashford a décrits.
et j'examinerai à nouveau le puits de mine pour voir si les preuves matérielles confirment son récit. Il a remis son chapeau et a regardé Clara avec quelque chose comme de la gentillesse. Je ne peux rien vous promettre, mais je peux vous promettre que je chercherai la vérité, où qu'elle me mène. Et Madame Ashford, vous avez bien fait de me dire ce qui s'est réellement passé. Après son départ, Clara s'est affaissée dans sa chaise comme si toutes ses ficelles avaient été coupées. Je me suis agenouillé à côté d'elle, prenant sa main libre dans la mienne. Vous avez été si courageuse, ai-je dit. J'ai été si stupide. J'aurais dû dire la vérité depuis le début. Vous aviez peur et vous étiez seule. Vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire pour survivre. Elle m'a regardé, ses yeux rouges de larmes. Et s'il ne me croit pas, et si Harold le convainc que je mens, alors nous nous en occuperons le moment venu. Mais Clara, vous avez dit la vérité, enfin, et ça compte. Dehors, j'entendais des voix s'élever. Harold se disputant avec le shérif. Les mots étaient indistincts, mais la colère était claire. Il va être furieux, a dit Clara. Qu'il soit furieux. Il ne peut pas vous toucher sans preuve. Mais même en le disant, je sentais un malaise s'installer en moi. Harold était shérif adjoint. Il avait des ressources, des relations, et il était motivé par le chagrin et la rage. Une combinaison dangereuse. Nous devrions être prudents. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis et que Samuel ait été nourri et installé, Clara et moi nous sommes assis près du feu. Mais le silence complice habituel semblait tendu, chargé d'incertitude. « Salas, a dit Clara finalement, il y a autre chose que je dois vous dire sur la nuit où Marcus est mort. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas poussé, c'est la vérité. Mais pendant un instant, juste avant qu'il ne tombe, j'ai voulu le faire. Il avait ses mains autour de ma gorge et je ne pouvais plus respirer. Et j'ai pensé, c'est comme ça que je vais mourir. Et à ce moment-là, j'ai voulu le pousser. Je l'ai voulu mort avec une intensité qui m'a terrifié. Mais vous ne l'avez pas fait, non. J'étais trop faible, trop effrayé. Il était plus grand et plus fort, mais Silas, l'envie était là. Est-ce que ça me rend coupable? J'ai pensé à ma propre nuit de jugement, à la mort de Marcus dans la mine des semaines après que Clara m'ait parlé des abus, à la question qui me hantait depuis. Clara, je dois vous dire quelque chose aussi sur la mort de Marcus. Elle s'est tournée pour me regarder attentivement, attendant. Il y a environ 6 mois, avant que je vous amène les enfants, je faisais des travaux occasionnels à la mine quand j'avais besoin de provisions. J'étais là le jour où Marcus est mort. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Je l'ai vu ce matin-là. Il était ivre, se vantant auprès des autres hommes de vous avoir donné une leçon, de vous avoir brûlé. Il en était fier, Clara, riant de la façon dont vous aviez crié. Mes mains se sont crispées en poings au souvenir. Je l'ai confronté, je lui ai dit qu'il était un lâche et un monstre. Il s'est moqué de moi, m'a traité d'hypocrite, de prêcheur qui ne pouvait même pas sauver sa propre femme. Et puis il est entré dans le puits de mine pour vérifier des étés. Clara était devenue très immobile. Plus tard dans la journée, j'étais près du puits principal. J'ai entendu des cris. Je suis allé voir et j'ai vu Marcus. Il était suspendu à une poutre de soutien cassée au-dessus du puits. Il était tombé à mi-chemin, mais s'était rattrapé. Il criait à l'aide. « Silas, qu'avez-vous fait? » Je suis resté là et je l'ai regardé. Pendant peut-être 30 secondes, peut-être 1 minute. Il m'a supplié de l'aider à remonter et je suis juste resté là, pensant à ce qu'il vous avait fait, à votre visage brûlé, à toutes les femmes qu'il avait probablement blessées. Ma voix s'est brisée, et puis sa prise a lâché, et il est tombé. Et je n'ai pas essayé de le sauver. L'aveu est resté en suspens entre nous comme de la fumée. Clara me fixait, son visage illisible. « Vous ne l'avez pas poussé, a-t-elle dit finalement. « Non, mais j'aurais pu le sauver. J'avais le temps. J'aurais pu attraper sa main, le remonter. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. Pourquoi n'en avez-vous parlé à personne? Parce que j'avais honte. Parce que j'avais été un homme de Dieu et que j'avais laissé un autre être humain mourir par mon inaction. Je suis retourné à ma cabane ce jour-là et je ne pouvais pas regarder mes propres enfants. Je ne pouvais pas supporter de voir la foi dans leurs yeux alors que je savais ce que j'avais fait. C'était pour ça que vous êtes resté sur la montagne? Pourquoi étiez-vous si désespéré de trouver du travail quand l'hiver est arrivé? Je fuyais ce que j'avais fait, tout comme vous. Clara est restée silencieuse pendant un long moment.
Puis elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a tendu la main et a pris la mienne. Vous ne l'avez pas tué, Silas, pas plus que moi. Marcus s'est tué par sa propre cruauté et sa propre rage. Vous et moi étions juste là pour en être témoins. J'aurais pu le sauver. Vraiment? Ou vous aurait-il entraîné avec lui? Vous avez dit qu'il était ivre, désespéré. Il aurait pu vous entraîner toutes les deux dans ce puits. Je ne sais pas. Exactement. Vous ne savez pas, et moi non plus. Ce que je sais, c'est que Marcus a fait ses choix. Il a choisi de me maltraiter. Il a choisi de boire. Il a choisi d'aller dans cette mine dans des conditions dangereuses, et les conséquences de ses choix lui appartenaient. Je voulais la croire. Je voulais accepter l'absolution qu'elle m'offrait. Mais la culpabilité avait vécu en moi si longtemps qu'elle semblait faire partie de mes os. Comment vous pardonnez-vous, ai-je demandé, d'avoir voulu sa mort, en choisissant de vivre, en choisissant d'aimer cet enfant qu'il m'a donné malgré tout, en choisissant de croire que je mérite quelque chose de mieux que la punition. Elle a serré ma main, et en acceptant que vous n'êtes pas Dieu, Scylla, vous n'avez jamais été destiné à sauver tout le monde. Vous étiez juste destiné à faire de votre mieux. Et parfois, votre mieux, c'est juste de survivre un jour de plus. Nous sommes restés assis là, à la lueur du feu, deux personnes qui avaient chacune vu Marcus Ashford mourir de différentes manières, portant des culpabilités différentes. Et lentement, péniblement, nous avons commencé à nous pardonner. La semaine suivante a apporté des nouvelles inattendues. Le shérif Calhoun est revenu, et seul cette fois. J'ai terminé mon enquête, a-t-il dit, en s'installant dans le fauteuil que nous considérions maintenant comme le sien. J'ai interrogé 15 personnes qui connaissaient Marcus. 7 d'entre elles ont confirmé avoir vu des signes de ses abus envers vous, Madame Ashford. Des bleus, des blessures que vous essayez de cacher. Une femme a dit qu'elle l'avait vu vous frapper dans la rue une fois et que personne n'était intervenu. La main de Clara s'est portée à sa gorge. J'ai également examiné le puits principal de la mine. La poutre de soutien que Marcus a saisie en tombant était vieille, pourrie. Elle aurait cédé sous n'importe quel poids. Il n'y a aucune preuve de sabotage. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Cela signifie que le récit de Mme Ashford est cohérent avec les preuves matérielles. Marcus est tombé, probablement en état d'ébriété, et saisi un support qui ne pouvait pas le retenir et est mort de la chute. C'était un accident tragiquement précédé de violences domestiques. Donc, elle n'est pas coupable de meurtre? Non. D'avoir menti aux enquêteurs au départ? Oui. Mais étant donné les circonstances d'abus et de peur, je ne suis pas enclin à poursuivre des accusations pour cela. Clara s'est mise à pleurer, des larmes silencieuses de soulagement. Et Harold, ai-je demandé, acceptera-t-il cela? L'expression du shérif Calhoun s'est durcie. Le shérif adjoint Ashford a été mis en congé administratif en attendant une enquête sur sa conduite. Il semble qu'il était au courant des abus de son frère envers Mme Ashford et n'a rien fait. Il a également tenté d'intimider des témoins dans mon enquête. Il n'abandonnera pas, a dit Clara. Il essaiera toujours de prendre Samuel. Il peut essayer, mais sans preuve de méfait de votre part, et avec sa propre réputation maintenant en question, je doute qu'un juge lui accorde la garde. Surtout qu'il y a maintenant plusieurs témoins prêts à témoigner sur l'histoire de violence de la famille Ashford. Après le départ du shérif, Clara a tenu Samuel près d'elle et a pleuré. Pas de peur cette fois, mais du soulagement écrasant d'être cru, d'avoir enfin la vérité reconnue. Je l'ai tenu dans mes bras et je l'ai laissé pleurer, pensant à la justice et à la miséricorde, et à la rareté avec laquelle elles allaient de pair dans ce monde brisé. Mais aujourd'hui, peut-être l'avait-elle fait. Cette nuit-là, je me suis senti à nouveau attiré par la Bible de Margaret. Non par devoir ou par désespoir, mais par un désir sincère de renouer avec quelque chose que j'avais perdu. J'ai lu l'histoire de Job, l'homme qui a tout perdu, qui a interrogé Dieu et n'a reçu aucune réponse facile. Seulement le rappel que la foi ne consistait pas à comprendre, mais à faire confiance. Et j'ai pensé à mon propre parcours, de la certitude au doute, jusqu'à cette chose timide et fragile qui grandissait en moi maintenant. Pas la foi confiante de ma jeunesse, mais quelque chose de plus durement gagné, quelque chose qui avait traversé la vallée de l'ombre et en était ressorti, changé, mais pas détruit. Jonah m'a trouvé en train de lire, sa petite silhouette traversant le sol en chemise de nuit. « Papa, tu lis le livre de maman? »« Oui, mon fils, je le lis. Est-ce que ça veut dire que tu as retrouvé les mots? »
Je l'ai pris sur mes genoux, le serrant contre moi. Je commence à les retrouver. Ça va prendre du temps, mais je commence. Je suis content. Ça me manquait que tu pries avec nous. Voudrais-tu que je prie avec toi maintenant? Son visage s'est illuminé comme un lever de soleil. Oui, s'il te plaît. Nous nous sommes agenouillés ensemble à côté de ma chaise, ce garçon de 6 ans et son père brisé. Et j'ai prononcé des mots que je n'avais pas prononcés depuis 4 ans. Cher Dieu, merci pour mon fils. Merci de l'avoir gardé, lui et sa sœur, en sécurité. Merci de nous avoir amenés dans cette maison, auprès de Clara et de Samuel. S'il te plaît, aide-nous tous à guérir. Aide-moi à être le père que ces enfants méritent. Amen. Amen, a répété Jonah. Il m'a serré fort dans ses bras. C'était une bonne prière, papa. Merci, mon fils. Après l'avoir recouché, je suis resté à genoux et j'ai prié à nouveau, seul cette fois. Pas pour des réponses, pas pour la compréhension, juste pour la force de continuer à essayer, de continuer à croire que même dans un monde qui contenait tant de douleurs, il y avait encore assez de grâce pour des gens brisés comme moi. Le printemps m'est arrivé lentement dans le Montana, faisant fondre la neige par plaques réticentes et faisant sortir les premières pousses vertes de la terre froide. Samuel devenait plus fort chaque jour, sa petite silhouette s'étoffant, ses pleurs devenant plus vigoureux. Clara s'est épanouie aux côtés de son fils. La peur qui avait assombri ses yeux a commencé à s'estomper, remplacée par quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. La joie. Une joie simple et sans complication en regardant Samuel découvrir ses mains, en l'entendant gazouiller et babiller dans le miracle de son existence. Jonah et Lily traitaient Samuel comme un trésor précieux, se disputant gentiment pour savoir à qui c'était le tour de le tenir, de le bercer ou de lui chanter des chansons. La maison résonnait de rire et de vie d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et Clara et moi, nous nous sommes rapprochés d'une manière qui nous a surpris tous les deux. Ça a commencé petit. Des mains qui se touchent en se passant les plats au dîner, s'asseoir plus près l'un de l'autre, près du feu le soir. De longues conversations qui s'étiraient tard dans la nuit, sur tout et sur rien. Un soir, alors que l'hiver relâchait enfin son emprise et que la première brise chaude entrait par la fenêtre ouverte, Clara m'a interrogé sur mes projets. Quand le printemps arrivera vraiment, retourneras-tu sur ta montagne? La question m'a pris au dépourvu. Je n'avais pas pensé à la montagne depuis des semaines. Cette cabane, cet isolement, cette vie semblait appartenir à une autre personne. Je ne pense pas, ai-je dit lentement. Il n'y a plus rien pour moi là-bas. Que feras-tu alors? Je ne sais pas. Trouver du travail quelque part. Continuer à m'occuper de Jonah et Lily. Au-delà de ça, je n'y ai pas beaucoup pensé. Elle laisse rester silencieuse un moment. Puis elle a dit très doucement, « Tu pourrais rester ici si tu le voulais. Comme ton homme a tout faire. Comme, plus que ça, si tu le voulais, a-t-elle répété. Je me suis tourné pour la regarder pleinement à la lueur du feu, avec ses cheveux détachés sur ses épaules et Samuel dormant dans le berceau à côté d'elle. Elle était belle, pas malgré ses cicatrices, mais à cause de tout ce qu'elle représentait. La survie, la force, le refus d'être brisé. Clara, je suis un prêcheur raté avec 2 enfants et plus de fantômes qu'un seul homme ne devrait l'emporter. Pourquoi voudrais-tu que je reste? Parce que tu es aussi l'homme qui a sauvé ma vie et celle de mon fils. Qui s'est interposé entre moi et Harold quand tu n'avais aucune raison de le faire? Qui prie à nouveau avec tes enfants même si ça te fait mal? Qui me fait me sentir en sécurité pour la première fois depuis des années? Elle a fait une pause, puis a ajouté doucement. Parce que quelque part au cours de ces derniers mois, tu es devenu plus que quelqu'un qui travaille pour moi. Tu es devenu de la famille, et je ne veux pas perdre ça. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je ne veux pas le perdre non plus. Alors reste. Aide-moi à élever Samuel. Aide-moi à transformer cette maison en un vrai foyer. Pas comme mon employé, mais comme mon partenaire. J'ai traversé l'espace entre nous et je me suis agenouillé à côté de sa chaise. Clara, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas l'homme que j'étais avant la mort de Margaret. Cette fois, cette certitude, elle a disparu. J'essaie de la reconstruire, mais je ne sais pas si elle sera un jour ce qu'elle était. Je n'ai pas besoin que tu sois qui tu étais. J'ai besoin que tu sois qui tu es. Je suis brisé.
Moi aussi. C'est peut-être pour ça que nous nous correspondons. J'ai étendu la main et j'ai doucement touché son visage, traçant la ligne où la peau cicatrisée rencontrait la peau saine. Elle n'a pas reculé. Je t'aime, ai-je dit, les mots me surprenant même en les prononçant. Je ne sais pas quand c'est arrivé ni comment. Mais je t'aime, Clara Ashford, et je serai honoré de rester, de construire une vie avec toi, si tu veux de moi. Je t'aime aussi, a-t-elle murmuré. J'avais peur de le dire, peur que ce soit trop tôt, trop étrange, mais c'est vrai. Je t'aime. Je me suis penché en avant et je l'ai embrassée doucement, prudemment, comme si elle était quelque chose de précieux qui pourrait se briser. Elle m'a rendu mon baiser avec une tendresse égale. Quand nous nous sommes séparés, elle souriait, pas le demi-sourire prudent qu'elle donnait habituellement, mais un sourire plein et radieux qui a transformé tout son visage. Nous devrions faire ça correctement, ai-je dit. Je devrais te faire la cour, te demander ta main. Nous vivons sous le même toit avec 3 enfants. Je pense que nous avons dépassé la cour traditionnelle. N'empêche, tu mérites qu'on te fasse la cour, qu'on te courtise, que quelqu'un te choisisse délibérément et publiquement. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais c'était des larmes de joie cette fois. Alors fais-moi la cour, Silas Garrett. Courtise-moi. Choisis-moi. Je l'ai déjà fait. Nous nous sommes assis ensemble près du feu, nous tenant la main comme de jeunes amants, pendant que Samuel dormait et que les enfants rêvaient et que le monde extérieur passait lentement de l'hiver au printemps. 2 mois plus tard, par une chaude journée de juin, alors que les fleurs sauvages couvraient les prairies et que le ciel était d'un bleu impossible, nous nous sommes mariés. Ce n'était pas une grande cérémonie. Nous nous tenions dans la petite église de Helena, la même église où j'avais prêché avant de perdre la foi. La congrégation était petite, le shérif Calhoun était là, ainsi qu'Horace du magasin général et une poignée d'amis de Clara qui l'avaient soutenue dans les moments sombres. Jonah et Lily se tenaient à nos côtés, Lily tenant un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies elle-même. Samuel dormait dans les bras de Clara, inconscient de l'importance de la journée. Le pasteur actuel, un jeune homme nommé Révérend Thomas, a célébré la cérémonie. Il connaissait mon histoire, savait que j'avais quitté la chair avec colère et chagrin. Mais il m'a accueilli avec grâce, me demandant seulement de garder un cœur ouvert. Quand est venu le moment des vœux, j'ai pris de la main libre de Clara et j'ai prononcé des mots que j'avais écrits de la veille. Clara, tu m'as appris que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. C'est choisir d'espérer, même quand l'espoir semble insensé. Tu m'as montré que l'amour peut grandir dans le sol le plus sombre, que les gens brisés peuvent encore faire de belles choses ensemble. Je promets de rester à tes côtés, de te protéger, toi et Samuel, d'être un père pour ton fils et un partenaire dans ta vie, dans la joie et dans la peine, dans l'abondance et dans le besoin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. La voix de Clara tremblait alors qu'elle prononçait ses vœux. Silas, tu m'as vu quand les autres détournaient le regard. Tu m'as choisi quand je pensais être non choisi. Tu m'as donné du courage quand je n'en avais plus. Je promets de rester à tes côtés, d'aimer Jonah et Lily comme les miens, de construire une famille avec toi qui honore ce que nous avons perdu tout en célébrant ce que nous avons trouvé. En toute chose, jusqu'à ce que la mort nous sépare, le révérend Thomas nous a déclarés mari et femme. Et quand j'ai embrassé Clara cette fois, c'était devant Dieu et des témoins, une déclaration publique que nous nous appartenions l'un à l'autre. La petite réception qui a suivi était joyeuse. De la nourriture simple et une compagnie simple, mais une chaleur et une célébration authentiques. Même le shérif Calhoun a souri, levant son verre pour porter un toast à la famille improbable que nous étions devenus. Alors que l'après-midi avançait et que les invités commençaient à partir, Jonah a tiré sur ma manche. « Papa, est-ce qu'on est une vraie famille maintenant? » Je me suis agenouillé à son niveau. « Nous sommes une vraie famille depuis des mois, mon fils. Ceci ne fait que le rendre officiel. Je suis content. J'aime être le fils de Clara et le frère de Samuel. »« Moi aussi, » a ajouté Lily. « Est-ce que je peux appeler Clara maman maintenant? » Clara a entendu et s'est approchée, les yeux brillants de larmes. « Tu peux m'appeler comme tu le sens, ma chérie. » Lily a réfléchi sérieusement. Puis elle a dit, « Je pense que maman Clara, parce que tu es notre maman maintenant, mais tu es aussi toi. » Maman Clara, a répété Clara, testant les mots. « J'aime beaucoup ça. » Nous sommes rentrés dans la maison alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Notre maison maintenant, notre foyer.
Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis et que Samuel ait été nourri et installé, Clara et moi nous sommes assis ensemble sur le porche. L'air était chaud et doux, avec l'odeur des pins et des fleurs sauvages. Penses-tu parfois au jour où tu as répondu à mon annonce? A demandé Clara. Souvent. Le regrettes-tu? Quoi que ce soit. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La peur, la douleur et la lutte. Mais aussi la guérison, l'amour, la seconde chance à la vie dont je ne savais pas que j'avais besoin. Non, ai-je dit. Pas un seul instant. Elle a appuyé sa tête sur mon épaule. Moi non plus. Nous sommes restés assis en silence, regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel qui s'assombrissait. 1 an plus tard, nous nous tenions dans la même prairie où nous nous étions mariés. Mais cette fois, nous n'étions pas seuls. Une foule de près de 50 personnes s'était rassemblée. Beaucoup d'entre elles étaient des femmes avec des enfants, certaines avec le regard hanté de celles qui avaient connu les abus et y avaient survécu. Clara avait lancé quelque chose qu'elle appelait le havre de paix. Un endroit où les femmes fuyant la violence pouvaient venir pour trouver un abri, du soutien, de l'aide pour reconstruire leur vie. Elle avait transformé la grange en logement. Le financement était venu d'une source inattendue. Lorsque la succession de Marcus a finalement été réglée 6 mois après sa mort, nous avons découvert qu'il avait été bien plus riche que Clara ne le savait. Ses investissements miniers et ses terres valaient près de 8 000 $, une fortune à tout point de vue. En tant que veuve légale, Clara a tout hérité. L'avocat qui s'est occupé de la succession, un homme sévère d'Helena, avait regardé ses cicatrices et dit sans détour: « Madame Ashford, vous pourriez vivre confortablement avec cet argent pour le reste de votre vie. Vous pourriez quitter le Montana, recommencer à zéro quelque part où personne ne connaît votre histoire. » Clara avait tenu Samuel sur ses genoux, regardé les papiers qui lui transféraient toute cette richesse et dit: « Non, cet argent a été bâti sur la cruauté. Marcus a utilisé sa position et son pouvoir pour blesser des gens, y compris moi. Je vais l'utiliser pour aider les femmes que lui et les hommes comme lui ont détruites. » L'avocat avait cligné des yeux de surprise. « Tout? Chaque somme qui n'est pas nécessaire pour subvenir aux besoins de mon fils. Je veux créer un sanctuaire, un endroit où les femmes comme moi peuvent s'échapper, guérir, apprendre. Elles méritent mieux. Et ainsi le havre de paix est né. Nous avons utilisé l'argent de Marcus pour rénover la grange, la remplir de nourriture, de vêtements et de fournitures médicales, pour engager un médecin à temps partiel pour soigner les blessures physiques et émotionnelles. Clara tenait des registres détaillés de chaque dollar dépensé, comme si elle avait besoin de prouver à un juge invisible qu'elle rachetait ce qui avait été corrompu. Le shérif Calhoun nous a aidés à naviguer dans les complexités juridiques de la gestion d'un tel établissement. Horus du magasin général est devenu notre fournisseur, nous offrant des prix justes et ne posant jamais de questions indiscrètes. Même le révérend Thomas de l'Église a offert son soutien, organisant des services pour les femmes qui voulaient un réconfort spirituel. L'ironie ne m'a pas échappé. Marcus Ashford, qui avait brûlé le visage de sa femme et l'avait terrorisé pendant des années, finançait maintenant à titre posthume la chose même qu'il aurait le plus détestée. Un endroit où les femmes trouvaient la force de quitter des hommes comme lui. « C'est comme une justice », m'a dit Clara un soir, alors que nous examinions les comptes. « Pas une vengeance, une justice. Prendre quelque chose d'empoisonné et le rendre pur à nouveau. » Et étonnamment, j'avais retrouvé ma vocation. Pas en tant que prêcheur traditionnel, mais en tant que conseiller et défenseur. J'aidais ces femmes à naviguer dans le système juridique, à trouver du travail, à retrouver leur dignité. Le shérif Calhoun était devenu notre partenaire dans ce travail, utilisant sa position pour tenir les agresseurs responsables et protéger les vulnérables. Harold Ashford n'était plus une menace. Le shérif Calhoun avait porté des accusations formelles contre lui pour intimidation de témoins et obstruction à la justice. Harold avait été reconnu coupable et condamné à 2 ans dans la prison territoriale. À sa libération, il a quitté le Montana et nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Le nom Ashford, autrefois si puissant, était devenu synonyme de honte. Nous avons entendu dire qu'il était parti en Californie. Nous ne nous soucions pas d'en savoir plus. En cette chaude journée d'été, nous célébrions le premier anniversaire du Havre de paix. 23 femmes et 31 enfants étaient embrassés par nos portes cette année-là. La plupart étaient menés à une nouvelle vie.
Quelques-unes restaient, encore en guérison, apprenant encore à se tenir debout. Clara se tenait devant la foule rassemblée, Samuel sur sa hanche. Il marchait maintenant, bavardant constamment, un enfant joyeux qui ne savait rien de l'obscurité qui avait précédé sa naissance. Il y a 1 an, a dit Clara, sa voix portant à travers la prairie, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que les cicatrices que je portais, à l'intérieur comme à l'extérieur, me définiraient pour toujours. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris que les cicatrices ne sont pas des fins. Elles sont la preuve de la survie. Elles sont la preuve que nous sommes plus fortes que ce qui a essayé de nous briser. Les femmes ont hoché la tête, beaucoup touchant leurs propres cicatrices visibles et invisibles. Nous avons construit cet endroit ensemble, a poursuivi Clara. Pas seulement les bâtiments, mais la communauté, la confiance, la conviction que nous méritons toute la sécurité, la dignité et l'amour. Et nous allons continuer à construire. Tant qu'il y aura des femmes qui auront besoin d'un sanctuaire, cet endroit sera là. Des applaudissements ont éclaté. Je me tenais à l'arrière avec Jonah et Lily, regardant ma femme diriger avec le même courage qu'elle avait montré dans ses moments les plus sombres. Jonah, maintenant âgé de 7 ans, a levé les yeux vers moi. « Papa, quand je serai grand, je veux aider les gens comme toi et maman Clara. Alors c'est ce que tu feras, mon fils. M'apprendras-tu à être courageux comme ça? » Je me suis agenouillé à côté de lui, pensant à toutes les fois où je n'avais pas été courageux. Toutes les fois où j'avais fui, me suis caché et ai abandonné. « Je t'apprendrai ce que j'ai appris, ai-je dit. Qu'être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Ça signifie faire ce qui est juste même quand on est terrifié. Ça signifie défendre les gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et ça signifie ne jamais s'arrêter, même quand le monde te dit d'abandonner. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? La question m'aurait paralysé il y a 1 an. Mais maintenant, je pouvais répondre avec une sorte de certitude. Je le crois. Oui, je crois que Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres, que nous nous protégions les uns les autres, que nous construisions de petits coins de paradis ici sur terre, même quand le monde ressemble à l'enfer. Jonah a hoché la tête, satisfait de cette réponse. Alors que la célébration se poursuivait, je me suis retrouvé à l'écart un moment, observant la scène devant moi. Claire riant avec un groupe de femmes. Lily apprenant un jeu à de plus jeunes enfants. Jonah aidant à installer les tables pour le repas. Samuel trottinant entre eux tous, répandant la joie partout où il allait. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée quand j'étais un jeune prêcheur, plein de certitude et de foi. Elle était plus petite, plus silencieuse, plus blessée. Mais elle était aussi plus réelle, plus honnête, plus ancrée dans le travail désordonné et compliquée d'aimer réellement les gens plutôt que de simplement prêcher à leur sujet. J'ai pensé à Margaret et je me suis demandé ce qu'elle penserait de cette vie que j'avais construite sur les cendres de nos rêves. J'ai pensé qu'elle approuverait. J'ai pensé qu'elle serait fière. Et penser à elle pour la première fois en 5 ans n'a pas apporté une douleur cuisante, juste une douce tristesse mêlée de gratitude pour ce que nous avions partagé. Clara m'a trouvé dans ma solitude. À quoi penses-tu? Au chemin que nous avons parcouru, tous les deux. Est-ce que ça te manque? La vie que tu avais avant? Margaret me manque. Elle me manquera toujours. Mais cette vie désordonnée, compliquée et belle que nous avons construite, je ne l'échangerai pour rien au monde. Elle a pris ma main. Viens. Ils vont bientôt servir le repas. Et tu sais que Jonah mangera tout si nous ne l'arrêtons pas. Nous sommes retournés ensemble pour rejoindre notre famille et notre communauté. Et ce faisant, j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. La paix. Pas l'absence de lutte, pas la fin des questions ou des doutes, mais la paix profonde et durable qui vient du fait de savoir que l'on est exactement là où l'on est censé être, faisant exactement ce que l'on est censé faire, avec exactement les personnes que l'on est censé aimer. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que les enfants soient au lit, Clara et moi nous sommes assis sur notre porche une fois de plus. C'était devenu notre rituel, ce moment calme ensemble à la fin de chaque journée. « Silas, a dit Clara doucement, j'ai quelque chose à te dire. » Mon cœur a bondi. « Qu'est-ce que c'est? » Elle a posé sa main sur son ventre, un geste que j'ai reconnu. Je suis de nouveau enceinte. La joie m'a inondé, suivi immédiatement par la peur. « Tu vas bien? »
Après Samuel, je pensais que tu ne pouvais plus avoir d'enfants. Moi aussi. Mais apparemment, la vie avait d'autres projets. Elle a souri à mon expression inquiète. Je suis en bonne santé, Silas. Forte. Et cette fois, je ne serai pas seul quand le bébé arrivera. Je l'ai serré contre moi, la tenant fermement. Non, tu ne seras plus jamais seul. Je te le promets. Nous sommes restés assis là alors que l'obscurité tombait et que les étoiles apparaissaient, planifiant cette nouvelle vie qui rejoindrait notre maison déjà pleine, discutant des noms, des arrangements pour dormir et de la manière de le dire aux enfants. Et quelque part dans cette conversation, j'ai réalisé quelque chose. J'étais heureux, vraiment, profondément heureux d'une manière que j'avais cru impossible après la mort de Margaret. Le chagrin était toujours là. Il le serait toujours. Mais il ne me définissait plus. Ce n'était qu'une partie d'une histoire beaucoup plus grande. Une histoire de perte et de rédemption. De personnes brisées qui se trouvent. De foi qui meurt et renaît lentement, douloureusement, en quelque chose de plus résilient. D'une veuve et d'un prêcheur, de 3 enfants, d'une montagne et d'un choix d'arrêter de fuir et de recommencer à vivre. Alors que j'étais assis là avec Clara dans mes bras, nos enfants dormant en sécurité à l'intérieur et une nouvelle vie grandissant entre nous, j'ai pensé à l'annonce qui nous avait réunis. Recherche homme à tout faire pour propriété isolée. Veuve avec enfant cherche aide fiable pour l'hiver. J'avais répondu en cherchant du travail, de l'argent, un moyen de sauver mes enfants. Mais ce que j'avais trouvé était bien plus. J'avais trouvé une famille, un but, une raison de croire à nouveau. Et surtout, j'avais trouvé mon chemin vers la maison. Merci, ai-je murmuré dans l'obscurité. Pas à Clara, mais au Dieu que j'avais maudit et abandonné, et en qui j'avais finalement, timidement, recommencé à faire confiance. Merci de m'avoir amené ici, de m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir montré que même dans le plus profond de l'hiver, le printemps arrive toujours. Clara a bougé dans mes bras. Tu as dit quelque chose? Je priais, c'est tout. Elle a souri et s'est blottie plus près de moi. Je suis contente que tu aies retrouvé tes mots. Moi aussi. Nous sommes restés assis ensemble dans la chaude nuit du Montana. 2 survivants qui avaient construit quelque chose de beau à partir de leurs morceaux brisés, qui avaient choisi l'amour plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir, la vie plutôt que la simple survie. Et alors que les étoiles tournaient au-dessus de nos têtes dans leur danse ancienne, j'ai su avec une certitude absolue que ceci, ici même, c'était la grâce. Pas la grâce grandiose et miraculeuse dont j'avais prêché autrefois, mais la grâce silencieuse et constante qui se manifeste dans les moments ordinaires, dans les repas partagés, les rires d'enfants et le contact d'une main dans l'obscurité. La grâce qui dit que tu es aimé, que tu es pardonné, que tu es chez toi. Et cette grâce, j'avais finalement appris, était plus que suffisante.